in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. 3. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! He shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 146 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Pour m'accompagner cette semaine, on retrouve un Alan qui est particulièrement stressé en ce dimanche après-midi. Ça va, Alan ? Salut Ben, salut tout le monde. J'ai la boule au ventre, mais ça va. Pour ceux qui ne comprennent pas, Alan est fan de tout Boston, notamment des Patriots, qui jouent en finale de conférence au moment où on enregistre dans 8 heures, quelque chose comme ça. Donc il est pas très bien. Donc son esprit est limite plus dans le football américain que dans le basket. Mais bon, on va faire avec. Et pour compléter l'équipe, on a aussi Tom, la raison pour laquelle vous écoutez l'émission. Ça va, Tom ? Salut, je m'en remets toujours pas de ce lancement. Non, mais ça va. Et encore une fois, je pense que je suis pas forcément la raison pour laquelle les gens écoutent l'émission, puisque vous êtes aussi très très bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu diras ça à mes DM Twitter que je reçois toutes les semaines. Cette semaine, on va parler de l'événement interplanétaire plus important que cette NBA donne annuellement, le All-Star Game. Non, juste pour la petite anecdote, ce n'est pas moi qui ai imposé ce sujet. On était censé partir sur quelque chose d'autre. On fait le All-Star Game. Ce n'est pas moi. Cette semaine, donc, on va faire nos équipes pour le All-Star Game, la grande messe de dimanche, mais aussi pour alors, je prends mon souffle, le Mountain Dew Kickstarter Rising Star Challenge. C'est le nom du match de vendredi entre rookie et sophomore. Je ne le savais pas, mais voilà, on est obligé de citer le nom en entier, apparemment, c'est ça le nom en entier. Alan, tu m'as dit que Mountain Dew, ça c'est quoi? C'est une boisson? C'est un truc comme ça? Ouais, c'est une boisson. Je crois que c'est une boisson, un soda à base d'agrumes. C'est vert. Oula, c'est encore un truc très naturel, ça. Comme chaque semaine, hein. Et puis, j'ai oublié, c'est une intro très très bizarre et pas très sérieuse. On va parler en overtime de Dennis Smith à Dallas, la saga qui commence à se créer un petit peu bizarre. On va revenir sur ça en overtime. Ce sera le seul sujet d'un overtime qui sera plus court, sachant qu'on risque de passer longuement beaucoup de temps sur la création de ces équipes All-Star. Comme chaque semaine, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, mais également sur les plateformes où vous nous écoutez, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, SoundCloud ou même YouTube. Et n'oubliez pas de nous donner, si vous pouvez, ces 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Et nous, on va se retrouver dans quelques secondes pour discuter du All-Star Game. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Le All-Star Game, il aura lieu cette année à Charlotte pour la première fois depuis 91 et la première fois à l'intérieur de cette salle du Spectrum Center. Dans cette partie, on va sélectionner nos 12 joueurs pour le All-Star Game. De chaque conférence, bien sûr. Précision importante, on va parler des joueurs qui, selon nous, méritent d'être All-Star. On ne prédit pas ce qui va sortir dans quelques jours. C'est juste selon nous. Pour rappel, juste, c'est important vu qu'on va beaucoup parler de ces équipes All-Star. Un roster All-Star se compose donc du 5 de départ qui a 3 joueurs du front court, 2 du back court, et pour ce qui est du banc, il y a 2 joueurs du back court, 3 du front court et 2 wildcards qui peuvent être donc du front court ou soit du back court. On va pas procéder non plus à la draft qui aura lieu le 7 février, qui sera télévisé. Ce sera un événement intéressant à suivre, je pense. Alan, Tom, on va commencer par le plus intéressant, je pense, et le plus compact aussi, l'Ouest. D'abord, on va donner nos 5 de départ, relayer ceux des auditeurs qui nous ont aussi transmis leurs 5 de départ, puis on va discuter, parce que je pense qu'on sera peut-être pas d'accord. Surtout, Alan, je te laisse commencer. Alan qui m'a aussi dit, pour l'anecdote, donc Mountain Dew, c'est une marque de soda super vendue aux États-Unis, c'est ça? C'est ça. D'accord. Qui appartient au groupe Pepsi. Ouais. Soyons on est précis dans cette émission. Exactement. Alors moi, dans le bac court, je pense un peu comme tout le monde, Steph Curry et James Harden. Et ensuite, le front court, j'ai fait le choix de LeBron, Paul George et Anthony Davis. Ok, Tom? Alors, moi, j'ai fait le choix, en fait, de même backcourt que toi. En fait, j'ai Curry, Harden. Ensuite, pour le front court, j'ai Durant, j'ai LeBron James et j'ai Nikola Jokic.
le pivot de Denver. Alors moi, le même backcourt que vous deux, Curry, Harden, LeBron James, Anthony Davis et Kevin Durant. Pour ce qui est des auditeurs, il y a 4 auditeurs qui ont proposé leurs 5 et ce qui est assez marrant, c'est que les 4 auditeurs, Riyad, Tanguy, Alinjoa et Lalos ont le même 5. C'est un 5 donc composé encore une fois du même backcourt, Curry, Harden, LeBron James, Paul George, Anthony Davis. Alors on va pas revenir sur Curry, Harden, James qui font un peu l'unanimité. On va plutôt s'intéresser aux 2 derniers spots où on parle un peu de Kevin Durant, un peu de Paul George, un peu d'Anthony Davis. Tom a même cité Jokic. J'ai peut-être commencé par toi, Tom, justement, et nous expliquer la logique derrière Jokic, qui a un choix qui, certes, pour le banc est unanime, mais pas forcément pour le 5 de départ. Alors, je pense que ça a fait un peu, ça a fait un peu hipster, en fait, de mettre Nikola Jokic au pivot titulaire, mais je trouve que, il le mérite amplement. Aujourd'hui, c'est la pierre angulaire de la meilleure équipe après les Warriors dans la conférence Ouest. Qu'on regarde les bilans, et je trouve qu'en fait avec la saison qu'il fait aujourd'hui, si il est pas pivot au All-Star Game, s'il est pas meilleur peut-être pivot de l'Ouest, je vois pas qu'est-ce qu'il doit faire en fait comme saison pour ça quoi. C'est incroyable, un pivot avec autant de playmaking, qui est aussi important pour son équipe et qui porte son équipe malgré ses problèmes défensifs qui peuvent être récurrents et qui sont exposés face à l'élite. On l'a vu dernièrement contre les Warriors, mais je trouve qu'il a totalement sa place en tant que pivot titulaire au All-Star Game. Ok. Je vais entendre l'avis d'Alan pour son choix de Paul George, avant qu'on discute un peu vraiment et qu'on revienne sur Jokic, etc., autour de ce débat à 3. Pourquoi, toi, Alan, t'as fait le choix de Paul George? En fait, c'est un choix simple entre George et Durant, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Je pense que j'ai voulu récompenser la saison d'OKC un peu comme Tom a voulu récompenser la saison de Denver en leur mettant un starter All-Star. Je pense que Paul George est un candidat crédible au titre de MVP. Il est dans le top 5, je pense, dans la conversation. Il fait une très bonne saison. C'est le meilleur joueur de son équipe des deux côtés du terrain. Et bien entendu, Kevin Durant est un meilleur joueur de basket, mais les Warriors ont déjà Steph Curry dans le 5. Je trouvais ça bien de mettre Paul George aussi dans le 5, sachant que il n'y a pas en fait de mauvaise réponse entre Paul George et Kevin Durant. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là, mais je comprends qu'on me dise que d'autres ont fait le choix de Kevin Durant. Il y a aucun souci avec ça, je trouverais pas ça anormal. Ouais, je comprends. Et c'est en cela que le choix de Jokic est assez intéressant. Moi, pour Durant, juste pour expliquer mon choix avant qu'on se confronte un peu tous, je trouve que Durant il fait une saison, alors je vais pas dire sous-coté, je trouve que le mot est que trop souvent utilisé, mais il fait une très 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 bonne saison, exceptionnel. Il est peut-être pas aussi dépendant du succès de son équipe que les Paul George à OKC, ça je le comprends, mais je me voyais mal le snobber parce qu'il y a un autre joueur de son équipe, ce qui est un argument recevable, hein. Mais moi je suis un petit peu moins sensible à ça, de le sanctionner entre guillemets, hein, parce que Stephen Curry est déjà dans le 5. Tom, donc ce que je vois surtout dans nos réponses, c'est que j'ai l'impression que l'argument équipe, il est très très important. Alan t'a justifié Paul George par son impact à OKC, Tom par la présence de Jokic dans une équipe qui a un des 3-4 meilleurs bilans de la ligue. Est-ce que du coup, partant de ça, Anthony Davis, Tom, on sait que t'adores Anthony Davis, est-ce qu'il paye un peu la note du coup? Pour moi, oui. Oui, certes, intrinsèquement, il y a peut-être pas photo entre Anthony Davis et Nikola Jokic sur la production qu'ils peuvent avoir, la production individuelle qu'ils peuvent avoir, mais moi je voulais vraiment récompenser Denver, et j'avais pas envie en fait que Jokic soit un peu comme le Al Horford des Hawks. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'est un peu, tu vois, il a pas forcément les grosses stats offensives, même si à la passe il fait quelque chose d'exceptionnel en termes de statistiques, mais tu vois, un gars comme on lui préférait souvent d'autres joueurs, par exemple un gars comme Al Horford, alors qu'on savait que c'était l'un des meilleurs pivots de l'Est à l'époque, tu vois. Et moi je pense que c'est quelque chose que je voulais absolument éviter avec Jokic. Alors oui, Anthony Davis intrinsèquement est un bien meilleur joueur, mais je suis pas persuadé, mais je voulais récompenser le bilan global de Denver, puisque on peut me dire ce qu'on veut, Anthony Davis il joue pas non plus qu'avec des guignols. Là ça devient intéressant. Vas-y Tom, continue. Non, c'est pas ça en fait, c'est que quand tu regardes les deux supporting cast entre guillemets, le deuxième meilleur joueur qui joue avec Anthony Davis, il est bien meilleur que le deuxième meilleur joueur qui joue avec Nikola Jokic. C'est juste quand tu passes, on va dire le 3, même le deuxième joueur en question côté Pelicans, c'est moins bon quoi. C'est ça
C'est ça le problème. Mais juste avant de revenir sur Allen, pour toi, Tom, c'était pas suffisant de le récompenser avec une sélection All-Star. Il fallait en plus l'inclure dans le 5. Oui, puisque c'est le meilleur joueur du 3e bilan de la ligue. Ok. Alan, ton point de vue sur Jokic, que je sais que moi et Tom, on a un petit peu nos bisbilles sur Jokic. Qu'est-ce que t'en penses de l'inclure dans le 5? Ce qui est un petit peu, c'est pas quelque chose qu'on voit partout, quoi. Ouais, j'ai un peu de mal avec l'inclure dans le 5 parce que pour moi, le All-Star Game, c'est vraiment mettre les meilleurs joueurs. Alors, ça va à l'inverse de ce que j'ai dit peut-être sur Paul George et Kevin Durant, mais pour moi, en fait, la différence entre Anthony Davis et Nikola Jokic, elle est plus importante qu'entre Kevin Durant et Paul George sur la saison aujourd'hui. Ce que fait Anthony Davis, tu connais des Pélicans. D'accord, il a un supporting cast qui est pas exceptionnel, même si bon, ok, Jrue Holiday est un bon joueur et je pense que s'il était dans la conférence Est, ce serait un joueur qui serait All-Star. Mais après ça, c'est plutôt compliqué. Il y a pas mal de joueurs qui ont été blessés. Il y a pas vraiment de continuité dans cet effectif. Et lui, ce qu'il arrive à faire chaque nuit, ouais, il est incroyable, dans une conférence où tous les matchs sont compliqués sauf jouer Phoenix, c'est quand même super fort. Je pense que si Anthony Davis si tu mettais les Pélicans à l'Est, il serait en playoff facile. Et donc là, on se poserait pas la question de savoir si c'est un starter ou si c'est un joueur qui est simplement remplaçant au All-Star Game. Je pense que c'est le meilleur poste 5 actuellement. Il y a peut-être débat avec Embiid, mais donc pour moi il doit être starter All-Star Game. Je veux voir les meilleurs joueurs sur le terrain. Ce que j'ai l'impression, c'est que de ton côté, Alan, l'équipe, c'est un tie-breaker quand ça devient vraiment serré, et de ton côté, Tom, c'est pour moi c'est important. Le premier paramètre à prendre en compte presque. Pour moi c'est très important puisque on va dire que Jokic et Anthony Davis ont deux skill sets entre guillemets différents, là où Anthony Davis est plus le entre guillemets le finisseur, où c'est pas quelqu'un qui va forcément bonifier son supporting cast, mis à part peut-être les meneurs de jeu parce qu'il leur offre des propositions de passe qu'il pourrait pas avoir avec d'autres joueurs. Là où Nikola Jokic est vraiment la plaque tournante en fait de l'équipe et c'est le vrai dépositaire du jeu en fait. Moi je suis pas persuadé que si par exemple tu mets après c'est encore du basket fiction, hein, mais en fait je pense que Denver aujourd'hui parce qu'ils ont Nikola Jokic en fait. Et c'est pour ça que moi je tiens à lui donner cette petite distinction. Après de mon point de vue, c'est juste mon avis, mais autant l'argument équipe pour être dans les 12, il est très important. Autant je suis d'accord avec Alan quand on arrive aux questions du 5 de départ. Là, on veut voir les meilleurs des meilleurs. Je pense que c'est beaucoup moins entre un joueur qui est pas dans le 5 de départ et un joueur qui est dans le 5 de départ. L'argument équipe, il est beaucoup moins important que l'argument niveau. Là où entre le niveau de Davis qui est pratiquement à 33 et ouais, ça c'est incroyable, c'est incroyable en fait de pas le mettre. Alors c'est pas, bien sûr, tout ne se joue pas dans les points et rebonds, on est d'accord. Vous nous connaissez, mais c'est quand même symbolique. Et un Jokic, j'ai un peu de mal à lui donner ça. Mais après, c'est sûr que moi, j'avoue que ça m'a pas traversé l'esprit de mettre Jokic dans le 5 parce que je trouve que si l'argument équipe est important, il a pas le meilleur bilan de la ligue d'abord, et il a pas non plus une équipe exceptionnelle, genre historique, pour me dire bon bah ok, il faut absolument qu'il y ait un mec de Denver dans le 5 parce que je veux que les gens se souviennent dans 5 ans que Denver était une plaque importante et que Jokic était le joueur majeur. Mais ça, c'est plus une réflexion à l'NBA, non? Je me suis posé la question et j'ai l'impression que est-ce qu'on regarde pas autant les 5 titulaires All-Star, les sélections All-Star que les All-NBA? Pour moi, le All-NBA, c'est plus important. Enfin, pour moi, le All-NBA, ce sont les 15 meilleurs joueurs de la saison. Après, le All-Star Game, c'est plus la récompense d'équipe. On l'a vu même l'an dernier avec ce qui s'est passé pour Goran Dragic. Ouais, qui avait été... Je sais pas, parce que j'ai l'impression, oui, ça peut être pensé comme ça, mais quand on pense à ce qu'on regarde après vraiment... quand on te présente un joueur qui est en retraite depuis 5 ans, on te présente plus les sélections All-Star que les sélections dans la 3e équipe All-NBA. Ouais, je comprends, ouais. Effectivement. On va peut-être enchaîner, parce qu'on va pas passer 25 ans sur le 5 de départ, même s'il y a un débat, on n'a pas trop non plus parlé. Est-ce que pour vous, LeBron, parce que moi, je me suis posé la question 10 secondes, est-ce que LeBron, c'est vraiment assuré total? Il y a aucun débat par rapport aux 3 autres? Moi, en fait, LeBron, franchement, j'ai failli le mettre sur le banc par rapport à Anthony Davis ou à Paul George, simplement par rapport au nombre de matchs manqués, en fait. C'était juste ça, mais quand LeBron était là, certes défensivement, c'est plus le LeBron qu'il était, mais voilà, on voit toutes les difficultés des Lakers sans lui. Et je me dis que si je mets Curry qui a manqué autant de matchs, pourquoi ne pas mettre LeBron James en fait, puisque quand ils sont présents, ils sont exceptionnels. Et c'est triste pour Paul George. Pareil, ouais. C'est pareil, c'est pour ça que j'avais LeBron haut dans mon classement d'MVP là.
il y a 2 semaines, je crois, c'est parce que on voit les Lakers avec LeBron et sans LeBron, et ça révèle l'influence et l'aura de ce joueur, tout simplement. Ok, on va enchaîner par le banc, là où ça devient peut-être plus intéressant. Alan, je vais encore te laisser commencer par tes 7 joueurs de banc. Alors, les 2 du backcourt du banc, j'ai Damian Lillard et Russell Westbrook. Sur les 3 forwards, j'ai Kevin Durant, j'ai LaMarcus Aldridge et Nikola Jokic. Et les 2 wildcards, j'ai Klay Thompson et Karl Anthony Towns. Tom? Alors moi j'ai Damian Lillard et Russell Westbrook. Ensuite j'ai Anthony Davis, j'ai Karl Anthony Towns et Paul George. Et après j'ai Gobert et LaMarcus Aldridge. LaMarcus Aldridge, j'ai beaucoup hésité avec DeRozan. Ça c'est un vrai débat, on va en parler. J'ai beaucoup de ressemblances avec Alan. J'ai le même backcourt que tout le monde. Lillard, Russell Westbrook. Pour mon front de court, j'ai donc Paul George, Nikola Jokic, LaMarcus Aldridge. Et pour mes wildcards, j'ai Donovan Mitchell et Tobias Harris. Pour ce qui est des auditeurs, alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un accord qui se fait et qu'on a aussi autour de plusieurs joueurs. On retrouve Nikola Jokic partout, on retrouve Damian Lillard partout, Kevin Durant aussi, Russell Westbrook aussi. Peut-être plus surprenant, on retrouve aussi DeMar DeRozan dans toutes les équipes, Tobias Harris également. Pierre n'a pas Tobias Harris qui remplace par Mitchell, et là où se fait la différence, c'est vraiment sur le 12e homme. Certains nous donnent Karl Anthony Towns et Riyad qui nous a même donné Doncic. Encore une fois, je sais pas, je pense qu'on va rapidement passer sur Lillard, Westbrook qui sont des choix évidents. Peut-être commencer déjà par le débat San Antonio. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut peut-être un joueur de San Antonio, mais est-ce qu'il faut un joueur entre DeRozan et Aldridge? Alan, t'as choisi Aldridge. Qu'est-ce qui t'a motivé? On a fait l'épisode sur les Spurs il y a 2 semaines. On a vu l'importance. Les deux sont extrêmement importants entre le playmaking de DeRozan, mais aussi le jeu offensif de LaMarcus Aldridge. Je pense que le jeu offensif de LaMarcus Aldridge était extrêmement important pour le 5 de départ des Spurs, qui est une attaque plutôt à l'ancienne, mais lui il arrive à faire de très belles choses, et puis il a quand même une ligne de stats plutôt de qualité, des bons pourcentages. Je trouve qu'il fait une belle saison, alors que j'avais douté de lui à la fin de l'an passé. Je pensais qu'il serait plus All-Star. Là les Spurs ont fait un super mois de décembre, il continue bien en janvier. Il faut un joueur des Spurs, et j'ai préféré mettre LaMarcus Aldridge plutôt que DeRozan, parce que, pas qu'il soit plus important, je trouve qu'il fait une meilleure saison que DeRozan le fait. D'accord, c'est pas l'argument influence sur l'équipe des Spurs, c'est l'argument prestation individuelle. Ouais, c'est ça. D'accord. Tom? Moi aussi j'ai beaucoup hésité entre les deux. Et enfin je pense que c'est vraiment le biais récent et ce qui s'est passé en fait sur le match d'OKC qui m'a un peu fait me décider. Je me dis putain, si c'est ça les hauts de LaMarcus Aldridge, ce gars-là doit être All-Star quoi. Et puis en même temps en fait t'as quand même le match de DeRozan où il fait le triple-double face à Toronto, où il est tout bonnement exceptionnel, mais dans l'impression visuelle, moi je trouve que ce que fait Aldridge, la difficulté des shoots qu'il prend, tout ça, c'est certes ça fait pas trop All-Star Game, mais pour moi en fait je donne plus de valeur à ça en fait. J'ai l'argument inverse d'Alan, c'est que je me suis dit t'es un petit peu obligé de mettre un joueur des Spurs, bien sûr ça c'est joué entre DeRozan et Aldridge, et je me suis dit Aldridge, dans l'influence, je pense qu'il est plus influent dans la réussite des Spurs que DeRozan, donc je mets Aldridge. C'est pas vraiment sur l'argument individuel, parce que ça va peut-être choquer, mais en point de vue individuel pur, je sais pas si Aldridge est vraiment All-Star tout court. Mais il est dans une équipe qui est dans les places fortes, qui a remonté dernièrement, et il est trop influent dans cette équipe-là pour pas être All-Star Game, tout simplement. Comme vous l'avez bien mentionné en fait lors du podcast pour San Antonio, et d'ailleurs il y a Zach Lowe qui est revenu dessus dans son podcast. Il est revenu sur notre émission? Non, pas sur l'émission. Non, il est revenu avec c'est Kevin Arnovitz sur ses sélections All-Stars, et en fait il parlait en fait du fait que à San Antonio, c'est le banc en fait que sans DeRozan et sans Aldridge sur le terrain, l'équipe est en positif. Et parce que le banc est tout bonnement exceptionnel. Mais si on doit prendre les gros facteurs clés du succès et choisir entre les deux,
que, enfin, c'était très difficile. C'est un peu la même chose, un peu la même question entre Tobias Harris et Danilo Gallinari, par exemple. Après, je respecte parfaitement les auditeurs qui ont mis DeRozan, parce qu'il y a des sévères arguments pour DeRozan aussi. Ouais. Ça peut être aussi, ça dépend de qui on a mis après, mais ça peut être aussi mettre des joueurs, des swingmen, parce qu'il y en a pas tellement en fait. Quand on va faire le récap, il y en a pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment d'un côté beaucoup de 3-4, 4-5 et de l'autre beaucoup de meneurs. Il y a pas vraiment de 2-3, donc ça peut être un argument aussi. Bah, c'est pas gênant puisque enfin ils sont mélangés après, enfin il y a la draft après. Oui, il y a la draft, mais le fait est qu'on va voir qu'il y a exactement le même problème de l'autre côté. Donc au bout d'un moment on va se retrouver sans joueurs comme ça, donc ça peut se comprendre. Peut-être on va enchaîner sur les wildcards, à part si vous avez quelque chose à dire. Tom, t'as choisi Gobert, je veux qu'on en parle parce que pour donner les coulisses, on a parlé vite fait sans révéler vraiment nos sélections de Gobert et tu nous as en gros plus ou moins vendu la mèche que t'avais mis Gobert et ça nous avait surpris. Bah pour moi Rudy Gobert, enfin globalement, c'est le meilleur joueur du Jazz depuis le début de saison. Alors certes, Donovan Mitchell a des hauts qui sont extrêmement hauts. Certes, il a eu un début de saison plus compliqué. Là, depuis qu'il est replacé au poste 1, il est beaucoup plus à l'aise et il marche sur la ligue. Mais enfin, globalement, Rudy Gobert, il est encore impressionnant cette année. Défensivement, certes, à la protection du cercle, il est un petit peu moins imposant dans les chiffres. Mais quand tu regardes les adversaires de Utah et quand les joueurs voient que Rudy Gobert est dans la raquette, ils sont toujours aussi craints. Pour moi, la défense en saison régulière a autant de valeur que l'attaque. Alors certes, en playoff, ça peut changer, mais je trouve que, enfin, pour moi, en saison régulière, c'est kiff-kiff des deux côtés du terrain et Rudy Gobert est tellement dominant défensivement que, enfin, je vois pas comment si je devais choisir un joueur d'Utah, c'est Rudy Gobert que je mets avant même Donovan Mitchell, quoi. Forcément, je ne suis pas d'accord vu que j'ai mis Donovan Mitchell. Pierre aussi avait mis Donovan Mitchell. Mon problème, c'est que tu as dit Mitchell était moins bon en début de saison, il est meilleur maintenant. Le Jazz était moins bon en début de saison, ils sont meilleurs maintenant. Calendrier. Oui, mais ça veut dire que Donovan Mitchell est plus responsable du succès ou de l'échec du Jazz que Rudy Gobert. Je suis d'accord sur le fait que je pense que si tu traces une ligne, la ligne de Gobert, elle est plus droite que celle de Mitchell où c'est un petit peu des montagnes russes. Ouais. Mais en termes d'impact sur le succès de son équipe, je trouve que Donovan Mitchell est largement plus déterminant que Rudy Gobert. Oui. Après, je pense que ça, c'est aussi un peu dû à la valeur de remplacement. C'est-à-dire que Donovan Mitchell, il y a personne qui peut faire même 60% de ce qu'il fait, en fait. Alors que Gobert, t'as peut-être fait voir ce qu'il peut faire en valeur de remplacement, peut-être 60% de sa production. Donc, quand tu prends la valeur de remplacement, c'est sûr que quand t'as Donovan Mitchell qui est très bon, quand il est moins bon, il y a personne qui peut faire ce qu'il fait, et c'est ça qui fait peut-être la différence entre l'importance d'un bon Donovan Mitchell contre l'importance d'un très bon Rudy Gobert. Enfin, à mon sens, hein. Oui, totalement, ça s'explique comme ça, mais le fait est qu'à la fin, c'est quand même Donovan Mitchell qui est beaucoup plus important dans le succès de son équipe plus important dans le succès de son équipe que Gobert. Je suis pas forcément d'accord. Enfin, on va laisser Alan parler quand même sur le sujet, ouais. Alan, parce que t'as mis aucun joueur du Jazz. Non, j'ai pas mis de joueur du Jazz parce que pour moi, dans la wildcard, je trouve que un joueur comme Klay Thompson ou comme Karl Anthony Towns sont au-dessus des deux que vous avez mentionnés, même si c'est vrai que le Jazz depuis un mois est extrêmement impressionnant. Ils profitent aussi d'un calendrier plus simple. Ils avaient commencé l'année par un calendrier super compliqué et super dense, ce qui avait expliqué leur début de saison raté. On peut se dire qu'il était raté. J'irais plus du côté de Donovan Mitchell, aussi parce qu'il y a beaucoup de grands dans cette sélection, donc et parce que voilà, All-Star Game, alors je pense que Rudy Gobert c'est plus un joueur susceptible d'être récompensé dans une All-NBA team que All-Star Game, parce que All-Star Game, allez, c'est un peu spectacle, c'est un peu highlights et compagnie. Je suis pas sûr que Rudy Gobert, même si c'est débile ce que je dis, hein, c'est peut-être, Rudy Gobert est plus susceptible d'être dans une All-NBA team que Donovan Mitchell, mais pour All-Star Game et pour l'impact qu'a Donovan Mitchell, surtout le rebond qu'il a fait après son début de saison raté, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant. Et si je devais choisir, je mettrais Mitchell, parce qu'il a prouvé que c'est par lui que passe la bonne santé du Jazz. Tom t'a dit que Gobert c'était le joueur le plus constant, mais quand Mitchell n'est pas bon, le Jazz n'est pas bon, et quand Mitchell est bon, le Jazz est très très dangereux. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant aussi. Oui, mais enfin, oui, je suis d'accord avec ce que t'as dit, mais globalement, le socle de Utah, l'identité de Utah, c'est une identité défensive. Le socle de Utah, il est basé un peu sur Rudy Gobert.
pour moi, c'est le joueur le plus important de leur système, puisque c'est lui qui donne le plancher, entre guillemets. Alors certes, c'est Donovan Mitchell qui va donner le plafond. Mais c'est pas le meilleur. Pour moi sur la saison offensif, c'est Mitchell. Hein. Oui, offensivement, mais le Jazz, ses forces, il se base. Enfin, pour moi, Rudy Gobert, c'est un joueur, tu le mets n'importe où, t'as une défense top 10. Mitchell, je sais pas si tu le mets n'importe où, t'as une attaque top 10. Ah non, parce qu'en l'occurrence, ils ont pas leur attaque top 10. Mais après, c'est pas non plus... Alors, il a une importance fondamentale dans la défense du Jazz, Rudy Gobert, mais c'est pas non plus la seule raison qui explique le fait que le Jazz ait une grosse défense. Enfin, il y a des pour moi, c'est la principale. Ça, il y a des joueurs autour, mais pour moi, c'est la principale. Enfin, tu mets Rudy Gobert à Phoenix n'a pas une défense top 10. Top 15, peut-être. Ouais, voilà, mais... Et c'est Dio du niveau de Rudy Gobert. Mais il y a des joueurs intelligents quand même à côté, il y a un coach, il y a une ossature bien coachée. Bien sûr, l'encre de tout ça, c'est Gobert, mais il est pas non plus avec des joueurs qui ne savent aucunement défendre et il surélève tout le monde. Il élève tout le monde, mais il est pas non plus avec des... Ouais, c'est le plancher du Jazz. Oui, mais c'est comme l'année dernière, s'il y avait eu un moment le débat entre Kyrie et Al Horford. C'est en gros la même chose pour moi. Mm-hmm. Et en soi, on m'aurait demandé de choisir, j'aurais choisi Kyrie plutôt qu'Al Horford. Ouais. Or certes, Al Horford, c'était la base défensive, c'était le socle de l'équipe, oui. Mais ce qui fait que le Jazz actuellement est mieux depuis un mois, et ce qui fait on peut se sentir obligé, même si Alan l'a pas fait par exemple, et je le comprends, on peut se sentir quand même un petit peu obligé de mettre un joueur du Jazz, c'est parce que Donovan Mitchell est mieux, c'est pas parce que Rudy Gobert continue à être constant. Ouais, ça s'entend. Je suis pas forcément d'accord, mais ça s'entend. Mais pour les gens doivent se dire, oh là là, pour une fois qu'ils sont pas d'accord, c'est incroyable. On va peut-être enchaîner, parce qu'encore une fois, on a été d'accord sur pas mal de choses. Alan, je vais te laisser parler. Tu l'as un petit peu mentionné, Klay et Karl Anthony Towns, que Karl Anthony Towns, c'est un joueur qui revient dans pas mal de classements. Comment tu peux expliquer ton choix de l'inclure? Karl Anthony Towns, c'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'ai inclus parce que je trouve que c'est un super joueur de basket. Après, bon, on a déjà eu de ces débats tous les deux, même avec Tom pas mal de fois. C'est un peu quand il veut, Karl Anthony Towns, mais quand il a envie, c'est un All-Star. Et je trouve que si certains vont dire que, par exemple, il faut mettre Mitchell, parce que le Jazz est mieux depuis un mois, par exemple, je trouve que Karl Anthony Towns est à un très très gros niveau depuis un mois et demi quasiment, et que l'équipe gagne plus de matchs, et que l'équipe est moins forte qu'Utah, et il fait quand même une très très grosse saison, une saison digne d'un All-Star. Donc pour moi, il doit y être Klay, il y est, parce que j'hésitais avec d'autres joueurs, mais un peu plus sombres que personne n'a mentionné, mais je le mets parce que c'est une valeur sûre, Klay Thompson, et parce que je pense que il a le statut d'All-Star, même si tous les deux vous l'avez pas mis. Tom, je crois aussi que t'as Karl Anthony Towns. Ouais, j'ai Karl Anthony Towns. Enfin, moi, je trouve que, encore une fois, là, je sais que Ben, on a ce souci-là, mais enfin, il est depuis le départ de Jimmy Butler, il est tout bonnement exceptionnel, tu le sens libéré d'un poids. Alors oui, les Wolves ne sont pas devenus une machine à gagner, mais en fait, ce qu'il apporte constamment chaque nuit, il est incroyable en fait, ce joueur-là. Offensivement, c'est incroyable ce qu'il fait offensivement. Et moi, ça m'a vraiment bluffé. Et si quand tu fais la liste des joueurs qui restaient, pour moi, tu vois, c'est un gars qui fait une saison qui est bien meilleure que la Marcus Aldridge, par exemple. Donc, il y avait pas photo pour moi qu'il soit dedans. Là où je comprends, c'est pour ça, vous connaissez ma perfidie légendaire, c'est pour ça que je vous ai amené il y a 5 minutes sur me dire l'argument équipe. Karl Anthony Towns est dans une équipe qui est 11e à l'ouest, pardon. Dans votre argument, l'équipe joue beaucoup, ça vous gêne. C'est pas une attaque, mais ça vous gêne pas de le mettre lui. Vous considérez qu'il fait une saison individuelle beaucoup trop importante pour être snobé, c'est ça? C'est ça. C'est un peu le cas Anthony Davis. Puis c'est qui me met devant surtout. Genre, qui gagne plus de matchs et fait une saison quasi similaire que Karl Anthony Towns, pas beaucoup de monde, hein. Je sais pas. Moi, j'avoue que Tom l'a un peu mentionné, on a un schisme sur ce débat-là. Moi, j'ai du mal à mettre Karl Anthony Towns parce qu'on parle de son dernier mois, mais bizarrement, il y avait rien d'écrit sur les moments où il était plus en difficulté. Alors, je sais, il y avait Jimmy Butler, c'était compliqué, je sais, mais il est en train d'avoir le syndrome D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, c'est-à-dire que dès que ça ne va pas, c'est la faute des autres, c'est l'environnement. Dès que ça va mieux, c'est un joueur exceptionnel, sans mentionner que l'environnement s'est aussi lui amélioré. À Minnesota, le nouveau coach fait des choses. Bon, alors, certes, Andrew Wiggins continue d'être un objet volant non identifié, mais
il fait des choses aussi. Il y a un mouvement qui se crée, mais ça, bien sûr, quand Karl Anthony Towns joue bien, tout s'évapore et c'est que grâce à lui, forcément, comme d'habitude. Non, mais j'exagère, bien sûr, je grossis le trait, mais j'avoue que j'ai longuement aussi hésité avec Towns. J'avoue, hein, je suis pas un hater de Karl Anthony Towns, j'ai longuement hésité, mais je me suis dit au bout d'un moment, Tom parlait d'offrir à Denver ce strapontin et un joueur dans le 5 de départ. Bah moi je me dis que vu la saison des Clippers qui sont un petit peu la belle histoire, alors Tobias Harris, oui, c'est pas une saison exceptionnelle comme peuvent le faire d'autres joueurs présents dans cette équipe All-Star. Il y a peut-être un débat sur son importance en tant que le joueur des Clippers, mais je me voyais mal mettre aucun joueur des Clippers, quoi. Le truc, c'est que les Clippers, leur force, c'est aussi le nombre, en fait. C'est une équipe qui est super profonde, et globalement, quand tu regardes les saisons, enfin, il n'y a pas vraiment de grosses différences, par exemple, entre Tobias Harris, Gallinari, Montrezl Harrell et Lou Williams, en fait, dans ce qu'ils apportent. C'est plus l'équipe et le fait que ils ont pas énormément de mauvais joueurs. Enfin, c'est même pas énormément, ils ont pas beaucoup de mauvais joueurs qui jouent. Donc du coup, ils sont très très forts sur des postes sur lesquels les équipes ont énormément de mal, notamment sur le poste de backup pivot et le poste de backup créateur extérieur. Mais je suis pas persuadé en fait que ce soit Tobias Harris qui fait que l'équipe des Clippers soit au niveau où elle est aujourd'hui. Ah non, totalement. Mais là, c'est vraiment le choix, le joueur. J'ai du mal à mettre un représentant des Timberwolves parce qu'on parlait de l'argument équipe. Quand sur le maillot, ils ont gagné que 3 matchs de plus, hein. Oui, c'est pas énorme. Oui, mais sur l'intégralité de la saison, c'est quand même deux équipes qui ont pas joué sur le même niveau. Oui. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Mais, si. Le maillot All-Star, c'est quand même, certes, t'as le nom du joueur derrière, mais t'as quand même le logo de l'équipe. J'ai pas envie de voir le logo de Minnesota après tout ce qu'ils nous ont fait en début de saison au All-Star Game. Ça peut paraître l'argument le plus idiot qui a été donné dans ces 20 minutes de débat, mais je trouve pas que Towns fait une très grande saison et sur ce dernier mois, comme l'a dit Tom, oui, je suis d'accord avec ça. Mais sur l'intégralité de la saison, en prenant en compte le facteur équipe, ça s'est joué à rien, j'avoue, mais j'ai préféré donner l'avantage à Tobias Harris. Je sais que c'est pas, je sais que si on laisse peut-être encore une semaine et que Towns continue sur cette semaine-là et que les Clippers perdent 1 ou 2 matchs, je vais peut-être changer d'avis, mais... Puis ils sont sur 5 de suite, en plus, les Clippers, hein. C'est ça, sur 5 défaites de suite, en plus, ça commence à glisser légèrement, et Gallinari s'est blessé. Donc, c'est sûr que ils en enchaînent encore 2-3, bah, oui, je vais peut-être changer d'avis, mais j'ai trop de mal on en parlera après quand on fera nos sections pour l'Est. Moi, j'ai remarqué qu'en gros, j'ai les 14-15 meilleures équipes de la ligue qui ont un représentant. J'aurais du mal à me dire, les Clippers, c'est les seuls qui en auront pas. Parce que, après, pour toi, le fait que les Clippers, en fait, soient un peu la belle histoire et font une meilleure saison globalement que les Timberwolves, puisque les Timberwolves, on en a plus entendu parler, on le disait dans le dernier podcast, hors terrain que sur le terrain. Est-ce que, pour toi, ça légitime, en fait, la différence, ça te permet d'accepter plus facilement la différence statistique et d'impact et de niveau entre Tobias Harris et Karl Anthony Towns, en gros? Totalement. C'est ça, en fait. Ok. C'est totalement ça. Après, je comprends que on peut avoir d'autres sensibilités et encore une fois, on me demande de refaire ma sélection dans une semaine, je change peut-être d'avis. Mais c'est sur l'intégralité du début de saison, je me vois pas snobber les Clippers. Enfin, tout simplement. Je me vois pas mettre les Clippers. Juste un dernier petit point avant qu'on enchaîne quand même parce que le chrono est pas infini. Sur Doncic, Riyad a mis Doncic, on sait que Doncic pourrait vraiment y aller grâce au vote. En quelques mots, on est d'accord pour dire que c'est encore trop tôt. Il pourrait, hein, franchement, je pense qu'il pourrait, hein. Je pense qu'il pourrait vraiment y aller, hein, vu ce qu'il fait après. Je pense moi je trouve qu'il a quand même le niveau All-Star. À l'Est, il serait All-Star, hein, Doncic, hein, je suis désolé, hein. Ah oui, il sera à l'Est, mais... À l'Est, il serait All-Star. C'est ça le truc, c'est ça, c'est encore le entre guillemets, le cut, tu vois. À l'Est, il serait All-Star, hein, puisque après Doncic, moi honnêtement, je préfère la saison que fait Jrue Holiday que celle que fait Luka Doncic, mais franchement, à l'Est, pour moi, il est All-Star. C'est juste qu'il y avait 12 joueurs meilleurs pour moi. Et puis il a à la fois le problème du bilan, comme on l'a dit, et il n'a pas non plus le niveau d'un Davis ou d'un Towns pour justifier que tu le prennes alors qu'il a pas un bon bilan pour lui. On va enchaîner avec la conférence Est, encore une fois, même chose, je vous propose de donner votre 5 et ensuite on va discuter légèrement là-dessus. Alan? J'ai Kyrie Irving et Ben Simmons
dans le back court, et après le front court qui fait peur, Kawhi, Giannis, Embiid. Moi, j'ai exactement la même équipe. Ok, moi j'ai Kyrie, Kemba Walker et le même front court de la mort. Pour ce qui est de nos auditeurs, alors on a toujours ce même quatuor Embiid, Leonard, Giannis, Irving, mais le nom diffère sur le dernier joueur. On a eu du Bill pour Riyad et Alinjoa, on a eu du Laurie pour Tanguy et on a eu du Kemba pour Lalos. Pierre a aussi Kemba. Ce qui est dingue, c'est que comme quoi on ne se connaît pas parfaitement, parce que une de mes questions, c'était en dessous de mon 5, c'était écrit « J'ai hésité entre Kemba Walker et Ben Simmons, suis-je fou ?» Au vu de vos équipes, je pense pas. Alan, pourquoi? J'avoue que j'ai hésité. Alan, pourquoi toi, tu t'es décidé pour mettre Ben Simmons? Alors peut-être que c'est parce que Kemba Walker est plus en difficulté depuis un mois à peu près. Je pense que c'est peut-être vis-à-vis de ça, mais parce que voilà, Ben Simmons c'est le deuxième meilleur joueur de Philadelphie, et je trouve qu'il fait une saison remarquable. Je trouve qu'il est, alors tout le monde pointe du doigt qu'il a pas amélioré ce qu'il devait améliorer et compagnie, qu'il est peut-être un peu stagnant, mais c'est parce que l'année dernière il était déjà très très fort. Je pense il est encore plus fort que l'an passé, et en fait voilà, il n'y a pas de joueur exceptionnel il n'y a pas de deuxième joueur exceptionnel dans ce backcourt à l'Est comme il pouvait y avoir à l'Ouest, où un joueur comme Damian Lillard aurait été par exemple starter à l'Est plutôt facilement, ou pas de débat avec Curry Harden par exemple. Là je préfère mettre Ben Simmons au-dessus de Kemba Walker, même si Walker fait une très très belle saison du côté de Charlotte. Je trouve que Simmons c'est très très impressionnant, et qu'il est, voilà, Embiid c'est l'équipe d'Embiid, mais Simmons a une part très très importante dans le succès de cette équipe de Philadelphie. Quand il arrive à accélérer le jeu comme il arrive à le faire, c'est quand les Sixers sont très très forts, il a une place très très importante dans l'organisation de l'équipe. Tom? Moi, franchement, Simmons, c'est un peu un choix presque par défaut, je dirais, puisqu'en fait, moi, si je devais prendre le meilleur arrière de l'Est, selon moi, depuis le début de saison, le mec qui a été le plus régulier, ce serait Bradley Beal, mais je ne peux pas me permettre de le mettre dans le 5 par rapport à son bilan, un peu le contraire de ce que j'ai fait pour Jokic en début de saison. Kemba, pour moi, il fait pas une meilleure saison en fait que Bradley Beal. Et Simmons, il est très très fort. Le truc, c'est que Simmons, on s'arrête encore une fois sur uniquement ce qu'il sait pas faire ou ce qui fait mal, et on a tendance à oublier en fait ce qui fait de très bien. C'est un joueur qui est vraiment génial, et comme on a la flexibilité de pouvoir le mettre soit dans le fond de court, soit dans le bas court, moi je me suis dit que ce serait la bonne place pour lui. T'es sûr que tu peux? Ouais, je crois que tu peux. Moi, il est sur le site de l'NBA, parce que je m'en suis référé pour les cas où c'était un petit peu tendu. Il est mis back court. Ouais, il joue back court. Il joue qu'à la main. Moi, je vous avoue que, alors là, j'ai déjà donné des arguments complètement moisis. Mais alors celui-là, ça va être à prendre la couronne. Le All-Star Game se joue à Charlotte. Alors j'avoue. Ouais, c'est vrai. J'avoue que c'est totalement bête, mais je me dis Kemba, qui est dans ce marasme de Charlotte depuis 8 ans, qui a toujours été fidèle à sa ville. On sait on sait de ce qu'on en voit dans les médias, etc., que ça soit dans la communauté, dans la ligue, il est très bien vu. Les petites villes comme Charlotte, attention, je ne dis pas petit marché, comme Charlotte, on passe souvent le All-Star Game. Je me suis dit, le petit clin d'œil, on va mettre Kemba titulaire. Comme l'a dit Alan, il est certes un peu moins fort depuis quelques semaines, mais il avait été très très fort sur le début de saison. Et on parlait des mecs pas aidés. Alors lui, il est vraiment pas aidé. Il est pas aidé, non. Donc je me suis dit, mais le All-Star Game se serait joué à Atlanta, je pense que j'aurais mis Ben Simmons. Mais il y a eu ce petit supplément d'âme où je me suis dit, mais Kemba titulaire, parce qu'il y a aussi cette dimension, ça se joue à Charlotte. C'est sa dernière année de contrat, qu'il fasse 45 points, qu'il soit MVP du All-Star Game chez lui, ça pourrait être la belle histoire. Ouais, j'y avais pas pensé à ça. Mais franchement, moi ça peut s'entendre. Moi franchement, si Washington est en playoff, je mets Bill, hein. Oui, ouais, Bill Oui, mais ils y sont pas. Mais c'est ça, ils y sont pas, ouais. Il paye le bilan. Après, dans l'argument qui ressort aussi souvent du meilleur joueur de l'équipe, le joueur plus responsable du succès de son équipe, pour l'instant, Bill, vu la saison de John Wall qui a été très compliquée et qui est maintenant finie, Bill a totalement ça. Il a vraiment cet argument-là pour lui. C'est le marasme Washington, là. C'est ça. Les mecs sont obligés de faire jouer Jeff Green Jeff Green joue énormément de minutes.
Parce qu'on parlait déjà des Pelicans, mais entre les Pelicans et les Wizards, il y a plus de 3 victoires d'écart. Hein. Donc ça devient difficile de l'inclure dans le 5 de départ d'une équipe All-Star. Ouais. Rien d'autre à rajouter sur le 5 de départ. Globalement, tout le monde est d'accord sur le Kyrie, Giannis, Kawhi, Embiid. Enfin, celui-là, il fait pas trop débat et il semble assez logique. Là où ça va plus faire débat et qu'on risque de tomber dans des choses vraiment déprimantes, les remplaçants. Alan, encore une fois, je te laisse commencer. Alors, les 2 remplaçants du backcourt, j'ai Kemba Walker et Bradley Beal. Du frontcourt, j'ai Chris Middleton, Blake Griffin et, Nikola Vucevic. Et les 2 wildcards, Kyle Lowry, Victor Oladipo. Tom? Alors, moi, j'ai Kemba Oladipo pour les remplaçants du backcourt. Le frontcourt, j'ai Griffin, Middleton et Nikola Vucevic. Et les 2 et la wildcard, mon Dieu. Les 2 wildcards, mon Dieu. Alors. Allez, Tom, il faut y aller. Alors franchement, je sais même pas qui choisir. J'ai Josh Richardson. Oh, purée. J'ai Josh Richardson et vraiment par défaut, André Drummond. Alors, j'ai en gros, encore une fois, une équipe très semblable à celle d'Alan. Simmons, Bill sur le backcourt. En fait, on inverse juste. On a tous les 3 le même frontcourt. Middleton, Griffin, Vucevic. J'ai Oladipo en wildcard. Et mon dernier spot de wildcard. J'ai honte de moi. Et je vais juste dire 4 lettres. G-A-N-G. Gang. Pascal Siakam. Oh. Ah, Pascalou. Le Pascalou gang. Pascal, en vrai, il fallait un deuxième Raptor. J'ai hésité et mettre Kyle Lowry, c'était très difficile, mais bon. Alors, c'est dur de mettre Lowry, alors que, enfin, au niveau des statistiques avancées, tu vois, c'est toujours la même chose, Lowry, hein. Comme d'hab, au niveau des statistiques avancées, depuis 5 ans, c'est un top 10 NBA, quoi. Mais, cette saison, moi, j'ai un petit peu de mal avec Kyle Lowry. Alors, il est très très fort, mais pour moi, il n'est pas vraiment au niveau All-Star. Je pense que là, on a atteint le niveau aussi moi, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, Kyle Lowry, c'est plus un joueur dans la configuration actuelle qui est plus intéressant dans une configuration playoff que dans une configuration de saison régulière. Kyle Lowry? Ouais. Playoff? Ouais, enfin, aujourd'hui, par rapport au fait qu'il est Kawhi, ce qu'il fait à côté, en fait, je pense que c'est plus intéressant dans une configuration playoff que ce qu'il va faire en saison régulière. Ça, on verra en playoff, mais je trouve c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais quand Kawhi est pas là, ça se voit moins que quand Kyle Lowry est pas là du côté des Raptors. Aussi. Alors oui, il a pas les statistiques dignes d'un All-Star, même s'il fait beaucoup plus de passes, dans la création, il est très important. Ouais. C'est par défaut que je l'ai mis. Il fallait, comme je l'ai dit, peut-être j'ai mis 2 joueurs des Sixers, 2 joueurs des Bucks. Je pouvais pas aller sur des Josh Richardson ou André Drummond, ou d'autres joueurs de cet acabit-là, ça me faisait trop mal. Donc j'hésitais entre Ibaka, Lowry, même peut-être Siakam, hein. Et je me suis dit que le deuxième meilleur joueur des Raptors c'était Kyle Lowry et qu'il le méritait, mais c'est sûr que c'est pas avec un entrain maximal. Drummond, ça fait mal, les gars. Ça me fait mal de mettre Drummond, hein, franchement. Par rapport à ça, Alan, tu as dit, ce que ça m'intéresse, moi, parce que j'ai aussi un peu hésité, Lowry, je l'ai éjecté au bout d'un moment. Tu as dit, une fois que, en gros, quand on enlève Kawhi, donc en fait, quand tu choisis un deuxième joueur de ton équipe, l'argument c'est, ok, quand j'enlève la superstar, quand j'enlève le Embiid, quand j'enlève le Leonard, qui est le meilleur joueur de l'équipe, c'est ça? Ça peut rentrer en compte, oui, parce que je trouve que ça montre quand même l'impact et l'influence d'un joueur dans le collectif d'une équipe. Après, je pense pas que... Ah, c'est une bonne question. Merci. Il faut doser il faut doser après, mais je pense que oui, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et Kyle Lowry a une influence, bien plus intéressante, que les années précédentes, je trouve, dans le jeu collectif, des Raptors. Après, il a moins de responsabilités, donc des stats brutes moins gonflées, même si, comme l'a dit Tom, en termes de statistiques avancées, il est toujours un très bon joueur NBA. Mais pour moi, il a pas le niveau il fait pas une saison digne d'un All-Star. Juste, je le mets parce que Toronto a un très bon bilan, il fallait un deuxième joueur des Raptors et que la conférence Est est en marasme après les 10 joueurs qui méritent d'être All-Star. Oui, c'est ça. Juste avant de continuer la discussion, parce que j'ai pas encore eu le temps de dire ce qu'ont voté les auditeurs, c'est vrai qu'on voit que en dehors de 5, il y a aussi tout le monde est d'accord pour mettre Chris Middleton, tout le monde est d'accord pour mettre Ben Simmons, tout le monde est d'accord pour mettre Nikola Vucevic et tout le monde est d'accord pour mettre Blake Griffin. Tout le monde, c'est les auditeurs et aussi Pierre. Là où ça diffère, c'est après, il y a un peu de Bradley Beal. Bradley Beal n'est pas présent partout. Il y a un peu d'Oladipo.
il y a du Butler, Laurie, Drummond et Ibaka. Donc d'abord, on voit qu'il y a vraiment cette idée de mettre un deuxième Raptor, et ensuite on voit que tout le monde a du mal passer 9, quoi. Gros. Oladipo, il pâtit du nombre de matchs qu'il a manqué, je pense, et que Indiana a pas non plus sombré sans lui. Je pense que ça doit jouer, même si c'est quelque chose d'un peu débile, je pense. Même c'est parce que ils avaient un calendrier plutôt favorable quand il était pas là, donc c'est normal qu'ils aient pas non plus coulé. Mais je pense que si Oladipo avait joué tous les matchs de la saison, il aurait été unanime dans les remplaçants. Et même si je trouve qu'il a des passages offensifs un peu délicats par moment. D'ailleurs, je me rends compte que je me suis trompé dans ma sélection puisque j'ai pas nommé Bill en fait dans mon c'est ça parce que en fait dans ma tête j'avais puisque Simone c'est Bill, j'ai interchangé vraiment peut-être à 5 minutes avant le début du podcast et en fait ce serait Bill du coup qui serait mon lock dans le backcourt aux côtés de Kemba et du coup Oladipo en wildcard et Josh Richardson, pas de Drummond. Ok. Bah, juste pour répondre. Je me disais qu'on allait loin, là, avec Drummond et Richardson. Par rapport à Indiana, moi aussi, pour continuer ce que dit Alan, et aussi le fait que on parle d'une équipe qui a le 5e bilan de la ligue. Enfin, t'es obligé de le remettre en All-Star. Et tu t'es obligé de mettre Oladipo. Pas Tyreek. Et tu peux pas mettre Tyreek. Tu peux pas mettre Tyreek, tu peux pas mettre non plus, tu peux pas mettre Miles Turner. Sabonis, c'est, Sabonis non plus, et même tu vois, enfin après c'est une équipe qui elle aussi base en gros sa réussite sur la défense, donc le fait d'avoir perdu Oladipo contrairement à l'an dernier, ils ont pu compter sur un gros Thad Young, ils ont pu compter sur une grosse base, une base très solide défensivement pour s'en sortir, surtout quand ils évoluent entre guillemets dans l'Est, donc ça peut passer quand t'as une bonne défense en fait dans l'Est. Mais après faut pas tomber dans la caricature du hit de l'année dernière en disant faut leur donner un All-Star, tu vois. Oladipo, il mérite parce que c'est un genre de niveau All-Star, tu vois. Faut pas, si ça avait été une autre équipe, je me serais dit il faut leur en donner. Par exemple, les Nets auraient eu le bilan des Pacers sans Caris LeVert, donc là je me serais pas dit il faut absolument leur donner un All-Star pour leur saison, tu vois. Il faut pondérer un peu entre les deux, mais là Oladipo c'est un joueur de niveau All-Star. Après c'est difficile de pas donner un All-Star à une équipe qui a le 5e bilan de la ligue. Ouais. C'est incroyable ça. Miami avait quand même pas mal de victoires l'année dernière. Ouais, mais il devait être 12-13. Mais ils étaient je vois ce que tu veux dire. Après oui, c'est sûr que imaginons qu'on ait une équipe 7e bilan de la ligue avec genre 3 joueurs exactement au même niveau, oui, ça peut être, on peut être dans un cas où on prend personne, mais là ça aurait été un petit peu difficile de les snobber. Après je suis d'accord, c'est pour ça que j'aimerais bien entendre Tom sur le cas de Josh Richardson, qui là on est d'accord, on est parmi les joueurs qu'on choisit par dépit, qui est quand même All-Star malgré que le Heat n'est pas dans la configuration de l'année dernière où il leur fallait peut-être un All-Star au bout d'un moment, quoi. En fait moi Josh Richardson je trouve que en fait son début de saison est un petit peu passé sous silence entre guillemets, puisque certes il a connu une période un petit peu plus difficile ces derniers mois, il a commencé un petit peu à revenir, mais son début de saison était tout bonnement exceptionnel. C'est lui qui faisait entre guillemets, enfin c'était sur lui en fait que les clés en fait de la franchise les clés de la franchise lui ont été remises, et en fait il a pris totalement le leadership de l'équipe. C'était le meilleur joueur du Heat. Alors certes le Heat en tant qu'équipe est un petit peu moins bien, même s'il recommence un petit peu à gagner, mais je trouve que si on prend les 40 matchs, je pense qu'il fait partie des 15 meilleurs joueurs à l'Est si on reprend les 40 premiers matchs de la saison régulière. Ça peut se comprendre. Après, je sais pas, moi j'y ai un peu pensé, mais je me suis dit, moi j'avoue que c'est assez déprimant cette fin de All-Star à l'Est, sans manquer de respect à Nikola Vucevic. Tu vois, Nikola Vucevic est unanimement sélectionné, déjà ça prouve qu'il y a le petit problème, mais je sais pas, peut-être que je me suis dit que Josh Richardson est certes le franchise player maintenant de l'équipe, mais qu'il a pas mené l'équipe assez haut et que peut-être individuellement il est pas assez dominant pour justifier. En gros, Josh Richardson ça aurait pu être le Tobias Harris de l'Est, sauf qu'il manque l'impact de l'équipe. Si ça a du sens, ce que je suis en train de dire. Quelque chose à rajouter sur cette fin de sélection à l'Est? Butler, par exemple, on en a pas parlé. Pas de Butler, ouais, c'est ça, pas de Butler. Butler, c'est l'absent, ouais. Il a joué 28 matchs avec Philly au moment où on enregistre. C'est ça l'argument. Il est pas énorme, hein.
Sérieusement, il est pas... Il est bon quand même. Enfin, ça reste du Jimmy Butler, quoi. Enfin, je pense que s'il commence la saison avec Philadelphie, je pense qu'il est au All-Star. Hein. Enfin, moi, les joueurs qu'on a pris, oui. Pour moi, il y a pas photo par exemple, entre lui et Josh Richardson. Pour moi, il y a pas photo. Ouais, totalement. C'est juste que moi, il y a l'argument de déjà, ça fait peu de temps qu'il est dans l'équipe. Alors, on va pas faire un classement interne des joueurs de Philadelphie, mais il est 2 ou 3. Et puis, je sais pas. J'ai pas senti le mettre. Alors que Pierre l'a mis, et plus j'y pense, c'est logique. Mais j'ai l'impression que sélectionner Butler, ça serait plus typiquement un joueur sélectionné sur le CV. Ouais. Après, je pense qu'on est aussi biaisé par tout le comportement hors terrain, en fait. Je pense que tout ce qui s'est passé autour de Jimmy Butler depuis avant le début de la saison jusqu'à maintenant, ou les récents échanges par rapport au coach et aux demandes du coach et au fait qu'il se sentait pas forcément très bien utilisé et tout ça, je pense que ça nous gave un peu. C'est pas forcément bien de penser comme ça, mais j'ai l'impression que il y a un côté gavant avec Jimmy Butler et on oublie un peu le joueur que c'est par rapport à l'homme que ça dégage je sais même pas si ça se dit en français, mais par rapport à son image hors parquet. Ouais, probablement. Oui, ça joue forcément. C'est un peu ce qui se passe avec Kevin Durant, tu vois. Totalement. Ouais. Oui, ça peut jouer là-dedans. Après, j'avoue que moi, c'est pas pourtant que je l'ai défendu et pourtant j'ai jamais trop pensé à lui, donc à voir. Mais c'est sûr que ça doit jouer forcément, parce que si on fait un classement des 12 meilleurs joueurs à l'Est, il est forcément dedans. Mais ouais, totalement. Il y a certains paramètres qui jouent pas en sa faveur. 2 petites questions avant que... Je pense qu'on va faire... on adapte le programme en cours d'émission. On va faire la sélection Rising Star ou Mountain Dew Kickstart Rising Star Challenge. On va la faire dans l'overtime, pour juste des questions un petit peu plus, pour laisser une respiration après quasiment 1 heure de débat. 2 petites questions avant qu'on finisse. Est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression qu'on est sur des années où le cut, notamment surtout à l'Ouest, il est moins violent que les années précédentes? Ouais, totalement. Alors, le problème, c'est qu'à l'Est, le cut intervient dans la sélection. C'est ça, puisque oui, c'est ça le truc. Il est interne. Puisque tu vois, même Vucevic, les mecs, hein. Enfin, alors oui, Vucevic, il est très très bon depuis les débuts de saison, mais Vucevic, un lock au All-Star Game, c'est limite le 10e homme, en fait. C'est limite le 10e homme, tu le mets d'office. Ouais. On va dire que passer 8, c'est là où ça s'effondre à l'Ouest. C'est aussi parce que il y a pas d'intérieur, il y a un problème d'intérieur aussi à l'Est. Si t'es obligé de prendre des joueurs du front courte et avoir un peu dans l'idée d'avoir un 4-5, passer Joel Embiid, Blake Griffin, c'est qui après? C'est ça, mais ouais, c'est ça, non seulement ça, mais aussi t'as pas mal de joueurs qui sont un petit peu moins bons qu'attendu, tu vois, Butler, il est pas moins bon qu'attendu, mais on a un peu alors Ford a manqué des matchs. Alors Ford a manqué des matchs, t'as Tatum qui devait peut-être reprendre cette place-là, même Hayward qui était entre guillemets annoncé comme un lock All-Star quand il a signé à Boston. Finalement, on se rend compte qu'il est pas là. Enfin, t'as Andre Drummond qui est assez décevant sur ce qu'il apporte. Après, tu commences à arriver sur des joueurs un petit peu plus sombres, en fait. T'as John Wall qui est blessé. Ouais, John Wall qui est blessé aussi, ouais. Il y a pas tout ça, ça fait que le niveau global, en fait, quand tu alignes les noms, tu te rends compte que finalement, il y a pas tant de mecs que ça, hein. Mais c'est aussi le cas à l'Ouest, hein. On en a parlé un peu en off. À l'Ouest, donc, Butler n'est plus là. Tout ce qui est les pivots, Boogie ne peut pas être là. DeAndre Jordan, qui en avait connu quelques-unes, n'est plus dans la course. Côté Warriors, je sais qu'Alan a mis Clay, mais il y a aussi ce sentiment que Clay et Draymond sont peut-être un peu moins légitimes cette année. Chris Paul est blessé, ça te retire 5 mecs. Ouais. McCollum aussi. McCollum qui est un petit peu moins bon. Ouais. Connaît Gasol, on connaît déjà l'histoire de l'équipe. Gasol qui a bien commencé, mais qui s'effondre tout doucement. Donc de Rosanne qui était un lock à l'Est n'y est plus aussi. Ouais. Aussi. Ouais. Laurie est moins bon. Enfin, je sais pas où, mais j'ai la sensation qu'à l'Ouest, disons, on était sur des années avant où il y avait 16 joueurs qui pouvaient être All-Star. Là, il y en a 14. Puis c'est ça. En même temps, t'as des jeunes qui montent, qui ont un très bon niveau, mais dans notre tête, ils ne sont pas encore à être niveau All-Star, tu vois. Parce que je t'ai dit si je suis à l'Est, Buddy Hield et All-Star, en vrai, c'est possible, mais pour être All-Star, c'est une aura, un joueur, est-ce qu'on l'imagine avec un maillot All-Star, tu vois? Et des jeunes joueurs qui pourront l'être peut-être dans 2 ans, 3 ans, ils ont pas encore grimpé ce palier-là, donc dans notre tête, ils sont pas ils font pas le cut. Tu vois, par exemple, même Doncic, Booker, tu vois, à l'Est, je suis pas persuadé qu'ils sont pas All-Star, hein.
Et une petite question, parce que moi ça m'a toujours surpris, parce qu'on dit tout ne se base pas sur les points en NBA. C'est vrai. Moi je me suis amusé quand j'ai regardé ma sélection. En gros, j'avais les 15 meilleurs scoreurs de la NBA qui étaient All-Star, sauf, et on n'a pas cité son nom, Zach LaVine. Zach où? Vous pensez que c'est totalement fou de l'imaginer All-Star Game? Oui. Oui, je suis désolé. D'accord. C'est Non mais moi, pourquoi... on connaît nos avis là-dessus, mais... Il a un des 3 pires bilans de la ligue. C'est un gros scoreur, mais il a pas un impact autre que pour lui-même qui est exceptionnel du côté des Bulls, quoi. Pour moi, tu vois, Zach LaVine, il fait pas une meilleure saison que Devin Booker, hein. Et Devin Booker, on en a même pas parlé. C'est vrai. Non mais parce que moi j'attends, je serais pas surpris de voir 2-3 articles pondus en mode Zach LaVine n'est pas All-Star, ça c'est pas normal, tu vois. Tom, je pense que Booker il est meilleur que LaVine. Hein. Ah ben oui. Ouais. Bah oui. Mais il y a pas de débat, je pense. Mm. Puisque tu vois, même un gars, enfin, après on va, juste pour autant, tu vois, même un gars comme Randle, statistiquement, il est bon, c'est pas un All-Star. Ah, c'est étonnant que Tom parle de Randle. Franchement, je suis vraiment trop surpris. Dernière question, et on va conclure là-dessus. J'arrive jamais à estimer, mais ce genre de séquence, mais j'aurais dû me dire qu'avec nous, sur un sujet comme le All-Star, on allait faire 1 heure, c'était sûr. Il y a eu beaucoup de questions avant la saison, après le départ de LeBron, vers l'Ouest, sur le fait qu'il fallait peut-être tout mélanger, et puis faire de séparation Est-Ouest pour la sélection, après on sait qu'après ça sera mélangé. Si jamais on avait mis ça en place, qui parmi les joueurs à l'Est aurait été sélectionné dans cette sélection globale de la NBA? Je vous ai pas préparé trop cette question, donc moi je vous dis juste, pour moi il y aurait eu Irving, Giannis, Leonard, Embiid, Simmons, Oladipo et Kemba, juste sur l'argument de il joue à domicile. Bill, je pense qu'il y est. Franchement, Bill, c'est qui le deuxième meilleur arrière derrière Harden cette saison? Ça compte pas de Mitchell vu qu'il est repositionné meneur. Ouais, probablement Bill. Pour moi, Bill, il est meilleur que DeRozan, hein. Ouais. Pour moi, c'est le deuxième meilleur arrière de l'Est, hein, de l'Ouest, de la Ligue. Il est meilleur que Clay aussi, hein, Bradley Beal sur le début de saison. On n'en parle pas puisqu'il est dans le marasme des Wizards, mais il est tout bonnement exceptionnel, hein, Bradley Beal cette saison. Donc si jamais tu rajoutes Bill, ça t'en fait donc 1, 2, 3, 4, 5, mais 6, le truc, 7, 8. Non, mais le problème, c'est que Bill, je limite, tu vois, si ce serait Bill Westbrook. Alors, Pierre, là, c'est le moment où Pierre va nous mettre un high kick en écoutant le podcast, mais Westbrook... Non, il aime bien Bradley Beal aussi, donc il va pas trop... Oui, c'est vrai. Non, mais je dis des bêtises, puisque Westbrook, c'est un lock aussi. Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais? Non. Ouais, moi, je suis moins d'accord avec ça aussi. Il est All-Star, y a pas de souci, mais il est pas... Tu mets Kemba devant Westbrook? Non, mais... On va dire qu'il aurait été dans une année plus corsée, il y aurait eu peut-être un débat à un moment. Ouais. Il y aurait eu débat. Ouais, je crois. Ouais. Il a la chance de pas être dans une année folle, quoi. Mm. Mais en tout cas, ce qui nous montre, pour ma question, c'est que le déséquilibre, certes, est là, mais n'est pas non plus fou. C'est-à-dire qu'on en aurait quand même 7-8 qui seraient... c'est juste qu'on en aurait... Ouais, mais 7-8 sur 24, c'est pas non plus... 8 Tom. Mais après, c'est 7-8 qui auraient fait la sélection. Enfin, on n'est pas dans ce qu'on avait imaginé à un moment où, en gros, il y en aurait 18 d'un côté et 6 de l'autre qui auraient été cohérents. Ouais, je comprends. Mais juste pour revenir un peu sur ce que t'as dit, même plus que le départ de LeBron de l'Est, c'est surtout le fait que maintenant, il n'y a plus de conférences. Mais comme chacun choisit... comme il y a une draft, je vois pas pourquoi on garde le principe de conférence, en fait. Ça a pas de sens. Ouais, si, quand même, parce que... Il y a une draft. T'as des franchises... Ouais, mais ça, c'est débile, de 1. Et de 2, t'as des fanbases qui vont se sentir biaisés. C'est-à-dire, on est... Parce qu'on est à l'Est, et qu'on gagne quand même pas mal de matchs. Franchement, si tu dis ça, Oladipo, il est pas All-Star, hein. Ben... Et je suis pas sûr que Bradley Beal, il soit All-Star non plus. En vrai, tu dis que c'est un lock s'il est Est-Ouest confondu. Je suis pas sûr. Hein. Après, l'Est est tellement dénigré, et parfois à juste raison. Si tu commences à exploser le système de conférence et que tu te retrouves avec... Alors certes, ça serait plus représentatif des forces de la Ligue, mais ça pourrait poser problème au niveau l'Est en mode dénigré. Et ça pose... Le problème, c'est que si tu commences à faire ça pour All-Star Game, les questions vont encore plus se poser pour le reste. Et je pense que la NBA se priverait bien qu'on se pose trop de questions pour le reste. C'est ça. Parce que tu vois, même, Oladipo, je suis pas persuadé que ce soit un lock, hein, par rapport aux blessures, si on mélange les deux, tu vois, par rapport aux blessures, je sais pas si on prend pas DeRozan avant. J'aurais quand même du mal, encore une fois, ils ont le 5e bilan de la ligue. Ouais, c'est ça, Non, mais t'as raison, en plus. T'as raison, hein. En fait, finalement, c'est pas si facile que ça, en fait. C'est pour ça, et ça
cette séquence est beaucoup trop longue, mais c'est pour ça que moi je me suis arrêté. Je me suis dit à un moment, les mecs qui sont responsables de faire ça, bon, il y a nous fans qui devons voter, il y a les médias, mais il y a aussi des coachs pour le banc. Alors que les coachs, ils ont quand même légèrement un emploi un petit peu, voilà, qui prend du temps. Ils ont pas le temps de voir tout le monde, tu vois. C'est pour ça que je pense que l'argument équipe, il est si important, parce que des fois, pour des coachs qui ont pas le temps d'analyser tout le monde, ils doivent se dire, bon bah ok, je choisis ce joueur-là parce que il a un meilleur bilan que l'autre et j'ai pas eu le temps d'analyser pourquoi ça serait plus juste. Tout simplement. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a fait pratiquement 1 heure sur ce débat All-Star et on va se retrouver juste après la pause pour un overtime qui va donc parler d'à la fois du Rising Star, c'est trop loin à dire le nom complet, j'arrête, et de Dennis Smith. Overtime, donc comme on l'a dit, on a déplacé cette petite séquence sur le Mountain Dew Kickstarter Rising Star Challenge. On va reprendre donc le match des rookies, le match du vendredi, qui est parfois limite plus intéressant que le grand match, même si les deux sont intéressants. Ne croyez pas à la propagande qui sévit sur Twitter. 10 joueurs par équipe, 10 joueurs pour l'équipe américaine, 10 joueurs pour l'équipe internationale. On va peut-être commencer par l'équipe américaine. Alan, je te laisse commencer. Non, on va faire quelque chose d'autre. Tiens, j'innove en pleine émission. Je vais vous donner à chaque fois un joueur et on va dire si on l'a tous ou pas. Ce sera un petit peu plus simple parce que là, ça va être des listes très longues, donc ça peut être un peu chiant. Équipe américaine, on a, je pense, tous Donovan Mitchell. Yes. Ouais. De'Aaron Fox. Yes. Jason Tatum. Ouais. Ouais. Jarrett Allen. Ouais. Ouais. Kyle Kuzma. Ouais. Ouais. John Collins. Ouais. Là, c'est là où je me dis qu'ils vont plus me dire ouais. Jaren Jackson. Ouais. Ouais. Là, c'est sûr, ils vont pas me dire oui. Marvin Bagley. Si, je l'ai. Moi, je l'ai pas. Ok, donc on démarre à partir de là. Tom, t'as qui pour compléter la liste? Pour compléter la liste, j'ai Trae Young, Bam Adebayo et Lonzo Ball d'un cheveu devant Kevin Porter. Ok, j'ai pas cité Lonzo, je crois que t'as aussi Lonzo, Alan. Ouais, j'ai Lonzo, j'ai Trae Young et j'ai Marvin Bagley. J'ai la même liste qu'Alan. Oula, ça fait peur. J'ai exactement la même. C'est juste que moi j'ai pas Bam et enfin moi j'ai Bam au lieu de Marvin Bagley que vous avez. Ok. Tu n'as aucun, t'as 2 rookies alors en gros. Trae Young et Jaren Jackson. Et c'est ça, ouais. Ok. On peut revenir sur quoi? Peut-être Trae Young, parce que moi je me suis surpris à le mettre et je pensais que vous alliez pas le mettre. C'est sur l'impact individuel où il est, même s'il y a les pourcentages qui sont pas très bons, il y a c'est encore un peu brouillon, il est trop bon sur le début de saison pour être... Ouais, c'est ça. Même s'il a un niveau shoot pas bon du tout et qui m'embête un peu pour son futur parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup et j'étais très haut sur Trae Young. Il a une capacité de playmaking qui est exceptionnelle pour un joueur de son âge. Et d'ailleurs, Atlanta est pas si scandaleux que ça. Et il en est un des artisans. C'est ça, l'une des principales raisons. Et puis, tu vois, Trae Young, le truc, c'est que tu vois, certes, le pourcentage au shoot est limite, mais il a déjà transposé tout ce qui est passe, tout ce qui est création pour les autres. Donc, pick and roll, ouais. Pick and roll, tout ça, c'est l'un des maîtres limite du pick and roll. Il arrive bien à attaquer la raquette, il a du mal un peu à finir. Mais moi, le truc, c'est que je me dis, en fait, c'est que si Trae Young, il avait peut-être 6% de plus à 3 points, genre il était à 35-36%, je pense qu'on en parlerait même pour être All-Star à l'Est. Ouais. Oui, ça pourrait, même si le bilan on parlerait pas pour lui, oui, ça serait parfaitement logique, quoi. Je sais pas trop ce qu'on peut rajouter parce qu'on est assez d'accord là-dessus. Je veux dire, il y avait quand même une très grosse classe de sophomores avec les Mitchell, les Fox, les Tatum, les Jarrett Allen qui n'avaient pas été sélectionnés l'année dernière. Ça a noté. Lonzo et Kyle Kuzma. Enfin, c'était très fort. Peut-être Jarrett Jackson, Tom, si t'as 2-3 mots à nous dire sur lui, vu que c'est ton poulain. Non, Jarrett Jackson qui est terriblement mal utilisé par Jimmy Bickerstaff, très étonnant, mais enfin globalement moi je trouve que enfin il poursuit son développement. J'aurais aimé le voir un petit peu utilisé plus dans de l'espace, un petit peu plus avec la balle en main et pas comme une espèce de Rashid Wallace, c'est-à-dire que certes c'est-à-dire qu'on lui donne plus de ballons près du cercle puisqu'il a d'assez bonnes mains que de ballons dans l'espace pour qu'il puisse développer son dribble. Alors oui, c'est bien puisque il gagne, je pense, en confiance et qu'il arrive à acquérir des automatismes sur des petites actions simples en termes de finition. Mais je pense que c'est un joueur qui est capable de faire plus que ça pour faire grandir son jeu et il peut faire déjà ça dès maintenant. C'est pas un joueur qu'il faut cantonner faudrait pas le laisser faire uniquement ce qu'il sait bien faire. Faudrait le laisser un peu
enrichir son jeu, prendre des risques pour pouvoir s'améliorer pour plus tard. Alan? Petit mot sur Bagley, peut-être. Oui, vas-y, ouais. Parce que Bagley, c'est un joueur... En fait, on peut aimer Luka Doncic et ne pas être obligé de défoncer Marvin Bagley à chaque fois qu'il est sur le terrain. Totalement. On peut faire Tu vois, ça. donc c'est un joueur sais pas. qui joue à peine plus de 20 minutes par match, il est quand même à 13-7. Et il a un jeu que je trouve intéressant. Genre, dès que je vois les Kings, j'aime bien ce qu'il transpose. Et voilà, c'est pas parce qu'on aime Luka Doncic qu'on est obligé de tabasser Marvin Bagley, qui peut vraiment faire du très très bon dans cette équipe des Kings dans des années futures. Moi, la raison pour laquelle, tu vois, j'ai pas Bagley et j'ai Bam Adebayo, c'est par rapport au niveau de la compétition, c'est-à-dire ce qu'il affronte. C'est-à-dire que Bam Adebayo, aujourd'hui, on peut légitimement dire que c'est le meilleur pivot de Miami. Alors que Bagley, tu vois, il produit, il fait des chiffres, il est intéressant, mais je trouve qu'il montre plus de choses contre des second units que comme de vrais titulaires, quoi. Alors que Adebayo, lui, quand il est, par exemple, quand il est starter, enfin, Miami est très très bon. Contre des titulaires de l'Est, quoi. Non, mais t'as raison. Vous mettez, pour ce qui est du anciennement match des rookies sophomore, vous donnez quand même de l'importance à ce que fait le joueur au niveau de son impact dans l'équipe, etc. Parce que moi, j'avoue que c'est, pour ce match-là, je vois juste niveau pur du joueur et est-ce qu'il doit y être ou pas. Puis j'ai mis ma Bagley parce que si j'y avais pas assez de rookies aussi, j'ai essayé de balancer, un peu. Parce qu'en vrai, tu peux trouver 8, 9 sophomores et un rookie, hein, si t'as envie. C'est le problème de cette formule. On en reviendra avec les internationaux. Il y a trop de joueurs. Il y a que des sophomores, en fait, tous les ans maintenant. Tu vois. Donc, c'est un peu délicat, mais voilà. Étonné qu'il n'y ait aucun Miles Bridges. J'y ai pensé. Et pas de Sexton. Et franchement, moi, j'ai beaucoup hésité avec Huerter. Non, Sexton, il est catastrophique. Non, excusez-moi. Non, faut arrêter. On le découvre dans cette voie. Mais non, c'est lui, il conduit le train pour aller chercher Zion. C'est le chauffeur. Et même pas de Carter. Moi, je pense que c'est la blessure, Wendell, en fait. Ouais, moi, c'est la blessure qui m'a fait le radier. Sa gestion aussi. Il montre pas tout ce qu'il peut montrer du côté des Bulls. Après, son coach, tu vois, c'est ça. Son coach est un peu psychorigide. Enfin, il est un peu rigide dans sa façon. Mais il empathie. On enchaîne par l'équipe internationale. Même, on va faire le même système. Hein. Je vais donner les noms et on va voir. Je pense qu'encore une fois, on risque de se rejoindre sur pas mal de trucs. Ben Simmons, logiquement. Ouais, pour la photo. Luka Doncic. Bien sûr. Ouais. DeAndre Ayton. Yes. Bogdan Bogdanovic, MVP de la saison du match de la saison. Il avait été ça. Shai Gilgeous-Alexander. Oui, monsieur. C'est sûr. Ensuite, tu devras prononcer le nom de son cousin l'année prochaine, ça va être drôle aussi. Alexander Walker. Ouais, nickel. Lauri Markkanen. Ouais. Cedi Osman. Cedi, bien sûr. Josh Okogie. Ouais. Et là, on rentre dans ceux où je pense que ça va être plus compliqué. Rodion Kurucs. Moi, je l'ai. Moi, j'ai pas Kurucs. Et OG Anunoby. Ouais, et moi, je l'ai pas. Ok, donc encore une fois, on est d'accord sur 8, 9 sur 10. Alan, t'as qui à la place de Kurucs? J'ai privilégié l'allié allemand avec un choix qui a été en fait surtout parce qu'il n'y avait pas trop d'intérieur. À part Markkanen et DeAndre Ayton, on n'a pas d'intérieur, donc j'ai préféré prendre un intérieur. J'étais soit entre Daniel Theis et Maxi Kleber. Alors, même si je pense que Kleber est un meilleur joueur et il est plus important à Dallas, j'étais totalement chauvin et j'ai mis Theis. Voilà. Ok, Tom à la place de... on va être surpris, tu n'as pas OG. On t'avoue que c'est quand même fou ça. Alors, j'ai pas OG Anunoby, mais ça c'est vraiment pour des raisons personnelles. C'est-à-dire que c'est un joueur que j'aime énormément et je suis un petit peu déçu de sa progression. Il a été déçu. Voilà, j'ai été déçu de sa progression, c'est-à-dire qu'il est pas beaucoup meilleur en fait que ce qu'il a montré en playoff l'an dernier. Il est même un peu moins bon. Donc du coup, je le sanctionne entre guillemets pour ça et je privilégie Maxi Kleber qui s'est fait postériser salement par ton ami Solomon Hill il y a quelques semaines. Pour une fois qu'il produit quelque chose d'intéressant, merci. Oui, je pense qu'on a rien d'autre à ajouter, peut-être sur le fait que la fin de la sélection elle est un peu obscure. Ouais.
sur la fin de la sélection internationale, c'est pas... Justement, c'était ma question. Est-ce que c'est pas un petit peu l'argument, le contre-argument parfait pour ceux qui veulent mélanger le All-Star international versus États-Unis dans quelques années? Totalement. Tu vois, par exemple, là, Kevin Huerter, il y est à l'aise. Tu vois, s'il est canadien, s'il est canadien, Kevin Huerter, ça passe crème. Ah, mais même pas que lui, hein. Bah, c'est ça. On va reprendre la question Est-Ouest, mais cette fois-ci avec internationaux états-uniens. Il y en a combien parmi les internationaux qui, si jamais on venait à tout mélanger, resteraient? Simmons reste, Doncic reste, je pense qu'Ayton reste, Gilius Alexander aussi, et après, c'est là où ça devient compliqué. Bogdanovic pourrait. Ouais, Bogdanovic, je pense qu'il reste. Markkanen, il a que joué que 23 matchs. Markkanen, il reste, mais je pense qu'il y est quand même. Dennis Smith, il serait dans l'équipe World. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, Dennis Smith, il y serait certainement, ouais. Même Justin Jackson. Non, je pense pas. Je pense que là, le cut est marqué, là, Justin Jackson. Est-ce que Terence Ferguson y serait? Oula. Pierre nous dirait oui. Non, je crois pas non plus. Ouais. Je crois pas non Josh plus. Hart. Josh Hart, peut-être. Ouais, Josh Hart, peut-être. Bridges, il serait. Un des Bridges, peut-être. Malik Monk. Ouais, des Bridges, ouais. Malik Monk. Thomas Bryant. Je sais pas. Ah, probablement. Ouais. Probablement qu'il y serait Thomas Bryant, tiens. Après, Dylan Brooks est blessé aussi. Brooks est blessé. Frank, je pense qu'il y serait pas. Non. Mais Dylan Brooks, il est canadien, donc ça compte pas. Montemoris. Oula, là, on a dû perdre 50% de notre audimat là sur les 3 dernières minutes. Montemoris, il serait pas loin. Hein. C'est ça qui est complètement fou quand même. Ouais, non, mais tu vois, pour fou, moi, moi, par exemple, tu vois, Bagley, il serait d'office, tu vois. Largement, ouais. Ah oui, je suis d'accord, ouais. Ah ouais. Totalement. On va peut-être enchaîner après ces 2-3 minutes très sombres qui viennent de... Excusez-nous. Ça arrive même au meilleur. Non, mais c'est vrai que l'équipe... Après, on pourra nous rétorquer que l'équipe internationale, il y a un an, était très forte, c'est vrai. Mais la force des Américains, c'est qu'ils ont cette constance. Comme on peut le dire, par exemple, Est-Ouest, c'est-à-dire que l'Est peut avoir des grosses cuvées, mais les cuvées de l'Ouest sont tout le temps blindées. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Et même là, si par exemple pour World, t'as 2-3 classes de suite avec 3-4 Canadiens forts, les USA seront toujours là avec toujours du monde. Tu vois, c'est moins les montagnes russes en quelque sorte. Tout à fait. Je savais plus comment enchaîner. Tout à fait. On va finir par quelques petits mots sur la situation de Dennis Smith. Donc, on a appris cette semaine que Dennis Smith, le meneur sophomore, seulement sophomore de Dallas, pourrait peut-être aller dans un trade. On a appris ça du côté d'ESPN. Les Mavs chercheraient à l'échanger depuis pas mal de semaines. Lui, il aurait fait part de son mécontentement par rapport à sa situation, aussi son rôle autour de Doncic. Il a peut-être quelques frictions avec Rick Carlisle, même si ça a été un petit peu, on a diminué l'importance de ces frictions. Est-ce que, et je sais que c'est une franchise qui a un beau pédigré, mais Alan, est-ce que les Mavericks, ils sont pas un petit peu limite sur cette situation-là quand même? Si, je trouve ça limite. J'en ai parlé avant, je trouve qu'en fait, alors on en parlera plus, mais la gestion de Dennis Smith, pour moi, c'est comme si elle avait pas été préparée parce qu'ils s'attendaient pas à le drafter, Dennis Smith. Ils l'ont drafté en 9e position, c'est un joueur qui est descendu, il aurait pu être pris par des franchises avant les Mavs. Il descend, c'était le meilleur joueur disponible, ils l'ont pris à la draft 2017. Alors ils lui ont donné pas mal de responsabilités directement, il faisait des choses intéressantes, donc on s'est dit pourquoi pas. Eux, je pensais pas qu'ils étaient préparés à l'avoir en meneur titulaire et compagnie. Puis après là, ils récupèrent Doncic et là le Doncic arrive et ça devient l'équipe de Doncic rapidement. Mais moi je pense que j'aimerais qu'ils testent les deux ensemble, voir si ça peut marcher. On peut pas abandonner après si peu de matchs, mais je pense surtout que Dennis Smith a pas l'image auprès de Dallas que Dennis Smith a l'image de lui-même et donc ça peut pas marcher. Je vois. On en a parlé en off et j'étais plutôt d'accord avec ça, le fait que en fait selon toi ils l'ont pris par opportunité et depuis ils ont vu qu'il y avait un jeune sur lequel ils pouvaient construire qui était plus fort, en l'occurrence Doncic, et on n'a pas du coup les solutions de repli, on n'arrive pas quoi. Sachant que il y avait une draft avec 5 meneurs, il y avait des équipes avant eux qui pouvaient et devaient peut-être prendre des meneurs, Orlando qui avait préféré prendre Isaac, même les Knicks
qui ont pris Franck. Et eux, ils se sont retrouvés là avec Dennis Smith Jr. meilleur disponible et ils se sont dit bon, on y va. Et c'était, voilà, une opportunité, comme je l'ai dit. Ok. Tom, ton avis sur la situation? Parce que comme l'a dit Alan, Dennis Smith, il a fait une saison rookie qui était pas exceptionnelle, mais très très correcte. Là, il a fait quelques matchs où il a dû s'habituer au rôle avec un Doncic qui prend de plus en plus le ballon. Et on a l'impression que côté Dallas, on cherche à couper court à l'expérience. Moi, je dirais qu'il y a trois grosses choses en fait que je vois dans cette situation-là. La première chose, c'est que c'est très dur d'être d'un jeune meneur de jeu sous Carlisle, puisque Dennis Smith, au début à son arrivée dans la ligue, il y avait de grosses questions en fait autour de sa prise de décision, et je pense que ça c'est le truc qui est le plus important en fait aux yeux d'un coach comme Carlisle. Et on sait que c'est un gars qui aime beaucoup jouer avec plusieurs arrières sur le terrain, et pour moi c'est pas surprenant en fait que cette saison DJ Barea soit limite meilleur que Dennis Smith quoi quand il joue avec aux côtés de Doncic, puisque c'est un joueur qui est plus cérébral, on va dire. C'est pas n'importe qui est capable de jouer. Voilà, c'est pas n'importe qui peut être capable de jouer pour moi le rôle du meneur de jeu ou le rôle d'arrière pour Rick Carlisle. Il s'est frité avec des joueurs avant et je pense qu'il se fritera avec des joueurs après. Sinon, concernant la situation de Dennis Smith, deuxième point, c'est que je pense que les Mavericks se sont rendus compte que c'est un joueur qui a quand même une valeur autour de la ligue, et les Américains utilisent beaucoup l'expression sell early. C'est-à-dire que plus tôt tu vends, plus tôt tu as des chances d'obtenir quelque chose de valeur, puisque si par exemple Dennis Smith, il avait peut-être 3 ans dans la ligue, déjà tu te dirais ouais bon c'est un joueur qui a du mal à passer au-dessus, tu vois. Il n'y a pas eu vraiment de grosse progression incrémentale depuis son arrivée, alors que là il est en deuxième année, t'as encore des scouts ou des personnes, des GM qui voient encore le 9e choix de draft alors qu'il s'est un petit peu moins bien développé. Et puis là, leur com est pas bonne alors. Hein. Comment? Excuse-moi de te couper, mais leur communication elle est pas bonne alors. Parce que si tu fais ça, tu dévalorises l'asset qui est Dennis Smith. Oui, mais on sait pas d'où c'est sorti. Peut-être que c'est le camp Dennis Smith qui a fait ça pour qu'il y ait un mouvement des Mavs en fait. Peut-être ils ont pas étouffé comme il aurait dû s'ils pensaient qu'ils pouvaient récupérer quelque chose de valeur. Parce que là, je pense que Dennis Smith vaut moins qu'il valait il y a 1 mois et demi. Hein, oui, maintenant. Oui, certainement, mais je pense qu'en fait, comme peut-être que Dennis Smith, il y a eu des offres auparavant, que les Mavs n'étaient pas satisfaits de ces offres-là, et que Dennis Smith, lui, il voulait s'en aller, et du coup, ils ont leaké ça pour que ça puisse accélérer les choses, tu vois, pour que les Mavericks soient obligés d'accepter une offre, puisque le rôle, on sait jamais qui leak vraiment les choses. Et là, je me dis que c'est un peu le camp Dennis Smith et de son agent qui ont leaké ça pour faire avancer les choses. On sait qu'on approche de la trade deadline pour que les choses bougent avant la trade deadline. Mais ça aide pas Dallas non plus. Ah non, ça les aide pas à obtenir la grosse contrepartie qu'ils auraient peut-être pu récupérer. Je pense qu'ils récupéreront moins, mais à voir. Hein. Et après, troisième chose, comme je disais, c'est le fait que Dennis Smith, tu vois, le fait un peu comme t'as dit avant, lui, quand il est arrivé dans la franchise, on lui a dit ok, on va tout construire autour de toi, machin, tu vas jouer avec Harrison Barnes, machin, on va te donner un bon pivot qui court au cercle, machin, et puis là, boum, Luka Doncic est bien meilleur que lui. Et il se retrouve en joueur numéro 2, sauf que c'est un jeune joueur, et c'est un jeune joueur qui veut aussi prouver, en fait, les jeunes joueurs, quand ils arrivent en NBA, les mecs qui sont les hauts choix de draft, ils veulent se placer un peu sur l'échiquier, ils veulent se placer en gros dans la chaîne alimentaire. C'est un truc qui est employé un peu dans Jurassic Park, c'est-à-dire que quand tu sors, tu vois le monde réel, tu veux te placer dans l'échelle alimentaire, c'est-à-dire qui est-ce que tu peux manger et qui est-ce qui est dangereux pour toi. Et je pense que lui, c'est un peu ça en fait, il veut se faire son nom, il veut signer son gros chèque, il veut montrer qu'il peut être un meneur dominant dans la ligue, et il veut avoir l'opportunité d'avoir une équipe construite autour de lui, ce qui ne sera jamais le cas visiblement à Dallas. Et du coup, de passer à ok, on construit autour de toi, tu sais quoi, finalement on verra comment tu fites aux côtés de Luka, peut-être que pour lui ça c'est pas passé. Après, par rapport à ça, il y a quand même une erreur qui est fondamentale, c'est que l'idée de ok, on le lâche si une équipe met le prix. Tous les joueurs NBA sont soumis à cette règle-là, presque. Tous les joueurs, si demain une équipe vient chercher, je sais pas, Lonzo Ball et met le prix et met une offre folle, je peux te dire que les Lakers vont le laisser partir.
Je veux dire, c'est une règle qui s'applique à tout le monde. Pourquoi, sachant que les équipes NBA auraient peut-être pu deviner que l'association était peut-être pas parfaite, pourquoi tu le laisses pas en tant que lieutenant Doncic, en sachant parfaitement au sein du front office qu'on pourrait le laisser plutôt que, parce que ça a été dit quand même, alors on sait pas d'où ça sort, comme l'a très bien dit Tom, mais ça a été dit qu'il a quand même été testé à droite à gauche pour savoir s'il y avait une possibilité d'échange. C'est ça que je trouve fou. Deuxième chose que je trouve complètement folle, t'as la chance d'avoir un duo d'arrière, certes encore une fois peut-être pas complètement complémentaire, mais en contrat rookie dans ton équipe, dont un qui fait une saison qui est proche du All-Star, on l'a dit pas All-Star mais proche de ça, tu vas trader ça avec la valeur que ça. Je pense que ça c'est vraiment une idée d'opportunité, c'est-à-dire qu'ils se disent que ils peuvent récupérer avec Dennis Smith quelque chose qui sera plus utile à long terme aux côtés de Luka Doncic que ce qu'ils avaient avec Dennis Smith. C'est encore une fois, c'est du basket fiction et du basket théorique, mais en fait, le fait d'avoir Luka Doncic comme ball handler principal de ton équipe, ça te donne énormément de flexibilité dans les pièces que tu peux mettre à côté. C'est-à-dire que Doncic, avec sa taille et son skill set, il peut couvrir, 4 positions, disons. Donc du coup, tu n'es pas contraint de devoir chercher un meneur. Tu peux chercher un joueur qui peut-être, tu peux chercher peut-être un ailier qui défend, qui shoot et qui peut dribbler. Le truc, c'est que c'est un truc qui est excessivement rare. Et le fait qu'ils aient déjà et qui est cher, et le fait qu'ils aient, tu vois, leur choix de draft qui soit, qui veulent le donner aux Hawks le plus tôt possible, ben, au final, en termes d'assets, s'ils veulent améliorer l'équipe, ils peuvent utiliser que Dennis Smith, limite, hein. Moi, je comprends pas cette, on a l'impression qu'ils sont pressés, les Mavericks. Ouais. Pourquoi ? C'est à cause de Luka, c'est à cause de ce qui se passe depuis le début de l'année avec Doncic. Et si c'était pour Anthony Davis? Genre, pas transféré pour Anthony Davis, mais genre, t'as Luka Doncic, tu trouves un mec à côté, je sais pas, on va dire, disons, tu t'essaies de faire un transfert pour Bradley Beal, et tu gardes quand même de la flexibilité financière. Tu te dis peut-être que tu peux être un player. Avec Dennis Smith? Non, pas avec Dennis Smith. Non, si genre t'as Luka Doncic et disons t'as Bradley Beal et t'as du cap space. Est-ce que Anthony Davis serait pas intéressé pour signer chez toi en agent libre quand il sera agent libre? Ouais, mais moi, c'est l'étape que je comprends pas, c'est quand est-ce que Bradley Beal arrive, en fait. Ouais, bah oui. Et il arrive contre Dennis Smith? Ah non, ça n'arrivera pas, mais c'est du basket fiction, moi j'essaie de comprendre. Je vois l'idée. Après, si ça fait combien, on en est à 26 maintenant d'équipes qui pensent faire un plan pour Anthony Davis en 2019. Enfin, je comprends l'idée, ça peut être ça, mais moi je comprends pas pourquoi ils sont si pressés que ça, en fait. Prenez le temps, surtout qu'on est sur la dernière année de, peut-être, espérons, il faudrait mieux, de Dirk. C'est glissé si gentiment. Prenez le temps de déjà tester, parce que si jamais ça marche, encore une fois, t'as 2 joueurs très jeunes, très forts, dans un contrat rookie. Je comprends pas l'idée, il faut se presser. Et puis alors, t'en as parlé vite fait, Tom, mais Carl Ice, alors, enfin, si, il a dû quand même étudier le profil de Dennis Smith, te plaindre de ses problème de prise de décision et du fait qu'il dribble la balle pendant 15 secondes sur des possessions, il l'a pas regardé à la fac, parce que c'était le problème du mec. Le truc, c'est que Carlisle, c'est pas forcément un gars qui fait jouer les meneurs rookies, hein. Carlisle, il fait pas jouer les jeunes joueurs, forcément, hein. Oui, totalement. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est te plaindre de problèmes que tu savais fondamentaux dans le jeu du joueur, quoi. Enfin, c'est pas étonnant. C'est comme dire, DeAndre Ayton, il avait des problèmes en défense. Bah oui, merci, mais c'était un peu le sous-problème, quoi. Oui. Enfin. Ouais. Après, là où je pense que ce qui a accéléré le truc, c'est que je pense qu'il s'attendait pas à ce que Doncic soit aussi bon aussi vite. Et en fait, je pense qu'ils se rendent compte que peut-être que, enfin, comme Doncic est déjà aussi bon, ils n'auront peut-être pas l'opportunité de pouvoir trouver à la draft un autre potentiel superstar ou un mec all-star à mettre à côté de lui, tu vois, avec leur propre pick. Je vois, ouais. Alan. Donc, du coup, donc, du coup, tu vois, ils essayent de se dire, bon, ok, certes, on a Luka Doncic qui est très très bon et qui est sur un contrat rookie, on va essayer de récupérer quelqu'un qui est peut-être surpayé, mais qui a un haut niveau pour pouvoir un peu utiliser le cap space, tu vois, et la flexibilité, sachant que Doncic est encore sur un contrat court. Mais ça veut dire que dans l'idée de Dallas, je te laisserai parler, Alan, dans l'idée de Dallas, ils peuvent déjà faire du bruit avec Doncic plus ce joueur X un petit peu surpayé, ils peuvent déjà avec cette configuration-là faire du bruit. Parce qu'il faut pas oublier que Doncic fait une très bonne saison, mais à côté de lui, il y a des sévères trous dans le gruyère Dallas, hein. Je veux dire, il y a encore des problèmes dans l'équipe. Il leur manque 3-4 joueurs pour faire du bruit, quoi. Vous pensez qu'en un move, en incluant Dennis Smith dans ce move, tu pourras récupérer un top joueur et combler plusieurs mots de l'effectif? C'est une bêtise. Moi, franchement, lâcher sur un joueur aussi tôt,
ça me déplaît. Franchement, c'est récemment le seul où on a lâché aussitôt comme ça, c'est quoi? C'est Emmanuel Mudiay et Russell. OK, il y avait Russell, c'est la fin de la deuxième année, tu vois. Et c'était surtout pour se libérer du cap. Mais le move Russell, c'était pour se libérer du cap et parce qu'il y avait un top 3 pick qui arrivait après. Là, c'est tu te libères Dennis Smith parce que tu penses que ça fit pas avec Luka Doncic. Après, je trouve ça délicat. Après, Dennis Smith, c'est pas exempt de tout reproche parce qu'on a. Non, il faut pas bien non sûr. plus. Enfin, ce qui sort aussi, le fait qu'il soit pas content par rapport à son rôle aussi, c'est pas un triple All-Star, il a pas à dire. C'est un rookie. Il doit aussi. Mais c'est un sophomore. Mais bizarrement, c'est pour ça que les équipes qui se seraient positionnées, c'est des équipes qui ont pas de meneur, tu vois. Et lui, je pense que ça lui irait d'y aller. C'est Orlando et c'est Phoenix. Tu vois, pour prendre un exemple, tu vois, un joueur comme Aaron Gordon, il fit beaucoup plus aux côtés de Luka Doncic dans le futur que Dennis Smith. Pour moi, ça me paraît plus logique, en fait. Ouais, mais t'auras pas Aaron Gordon, je pense. Mais je pense pas que tu l'auras pour... Non. Tu pourrais avoir Isaac et encore. Je sais même pas. C'est pour ça aussi l'argument de on le lâche que s'il y a une super offre. Ah oui, mais est-ce que vous allez l'avoir? Est-ce que ça vaut bien le risque de froisser ton deuxième jeune talent dans les faits? Avec Orlando, il y a peut-être quelque chose à faire, je pense. Parce que ils ont des profils qui pourraient être intéressants aux côtés de Doncic et dans des joueurs où il y a beaucoup de monde sur le même poste. Et il y a aussi personne à la main. Donc, ils peuvent se dire qu'ils pourraient essayer de récupérer Dennis Smith en lâchant un de leurs forwards et après peut-être, mais en même temps ils peuvent et récupérer un autre de ces forwards à la prochaine draft par exemple, tu vois, et se dire que voilà, c'est des combines qui sont possibles. Moi, si je voulais vraiment trader Smith, j'irais voir Orlando, mais c'est pas une chose que je ferais, ouais. Mon seul problème avec la possibilité Orlando, c'est qu'Orlando avait le choix il y a 20 mois de ça de le sélectionner, ils l'ont pas pris. Ouais, ils ont pris Isaac. Vrai. Mais genre, si tu fais, mais après, si tu fais Dennis Smith contre Mo Bamba, tu le fais, toi? Est-ce que Mo Bamba est un moins bon asset que Jonathan Isaac? Je suis pas sûr pour Orlando. Puis moi, je touche pas à un mec, je touche pas à Bamba alors que ça fait 3 mois qu'il est dans mon équipe. C'est ça, Bamba, je le garde. Si tu veux Vucevic, vas-y, mais tu vois, All-Star Vucevic, si tu le veux, vas-y. Ouais. Si tu le veux, vas-y, mais je touche pas à... Ah, c'est compliqué, Orlando. Je pense qu'Isaac a un profil intéressant et plus abordable dans un trade avec le Magic. Le Magic a besoin de meneur. Il va falloir qu'au bout d'un moment, il le fasse. Parce que ça peut pas continuer comme ça. Non, mais c'est vrai. Cette équipe est pas si mauvaise que ça. Sérieusement, cette équipe, elle est pas. Depuis Jameer Nelson, ils ont personne, quoi. Il y a peut-être un petit problème, tu vois. Et à chaque draft, on dit ils vont le prendre, et des fois ils peuvent le prendre, ils ne le prennent pas, ou des fois ça a été pris avant eux. Et là, la prochaine classe de meneur, là, selon pas mal de trucs, c'est pas la plus forte de tous les temps. Il va falloir qu'ils se décident au bout d'un moment. Donc bon. On va conclure, mais je viens de noter sur mon bloc-notes de portable faire un épisode reconstruction Orlando. Parce que je pense que... On l'a déjà fait. C'est vrai qu'on l'a déjà fait. On l'a fait, ça. Vous l'avez fait il y a 1 an. Oh, meilleure mémoire que la mienne. Refaire un épisode reconstruction Orlando. C'est comme ça qu'on va conclure cet épisode très 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 long. C'est un petit peu laissé aller sur la première partie. On vous remercie de nous avoir écoutés encore cette semaine. On vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours poser des questions, hein, et on essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Je ne suis pas en l'occurrence parfait sur ça, mais on essaie toujours de vous répondre, que ce soit sur Facebook ou Twitter. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast, Spotify, Podcast Addict, SoundCloud, etc., etc. YouTube aussi, on va sortir le profil cette semaine, ça sera Tom, le scout de la semaine. On va finir comme ça. Alan, pas trop stressé, ça va? Tranquille? Non, ça va. Le pire, c'est que les auditeurs auront le résultat du match au moment où ils vont écouter les punitions. Donc pour eux, ils vont... Donc, soyez gentils, quoi. Si jamais ça s'est mal passé. C'est ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 147. Bonne semaine, salut! Salut!